Du coup, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui va porter sur la QVCT, donc qualité de vie et des conditions de travail. Donc, quelques notions de contexte avant de commencer les témoignages. Euh, donc, pour commencer, d'où vient la QVCT? Il faut parler de la QVT en amont. Donc, pour commencer, le premier accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 pose le cadre de la qualité de vie au travail en France. Donc notamment, la définition qui est la suivante, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer, et à agir, sur le contenu, de celui-ci, et qui détermine la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte. Donc c'est une définition assez vague de la qualité de vie au travail, mais l'ANAC l'a définit de la manière suivante. Donc c'est la conciliation des conditions de travail des salariés et de la performance de l'entreprise. Mais pour renforcer cet attachement à la notion de travail, l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 vient compléter, la définition de la QVT et donc met en avant plutôt la qualité de vie et des conditions de travail. Donc là, on a, l'ajout du C qui permet de recentrer les conditions de travail au cœur de l'élément central qui est le travail, donc notamment les horaires, la répartition du travail, les modes de management, les conditions d'emploi. Donc, autrement dit, la QVCT est ce qui découle de la QVT. Donc, c'est la qualité des conditions du travail qui participe à la qualité du travail et à la prévention. Et donc, pour aller plus loin dans la distinction QVT, QVCT, on peut dire que la QVCT tire les enseignements de la QVT et en propose une évolution, et tire également les enseignements des démarches terrain qui ont été mises en œuvre entre 2013 et 2020. Donc elle permet de réaffirmer, le périmètre, recentré sur le travail, plutôt que la qualité de vie, avec notamment des actions dites confort. C'est-à-dire que les actions qu'on a notées, suite au premier ANI de 2013, portaient plutôt sur des actions, de type, aménagement des salles de repos, décoration bureau, loisirs. On était plutôt sur des actions axées à côté du travail. Mais quand on se posait la question de quel est l'impact de ces actions sur la qualité du travail des salariés, il n'en ressortait pas forcément, des, impacts significatifs. Donc cette notion de QVCT permet de recentrer, sur la notion de travail et donc là, voilà, je vous ai mis une petite liste des actions, du bilan, on va dire, mitigé de la QVT, qui a amené à cette notion de QVCT. Donc définition assez vaste, comme je disais, interprétation au profit d'approches bien souvent éloignées des préoccupations du travail et des salariés, avec des actions plutôt axées confort, et donc des questions relatives à la notion de travail, donc charge de travail, intérêt du travail, autonomie, coopération, qui étaient souvent non traités. Et donc aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. Qu'est-ce que la qualité de vie des conditions de travail? Donc cette QVTC, elle reprend les ambitions et les fondamentaux de la qualité de vie au travail, comme je disais, tout en tirant des enseignements des démarches terrain mises en œuvre depuis. Et cette QVCT propose une évolution en mettant l'accent sur l'amélioration des conditions de travail qui contribuent à développer l'attractivité, favoriser l'engagement, la cohésion d'équipe, la motivation professionnelle, prévenir les risques professionnels, diminuer l'absentéisme, et cetera. Donc elle est d'ailleurs intégrée dans le code du travail, Mmh. notamment dans les négociations obligatoires qui portent sur la prévention et l'amélioration, de la santé au travail, mais aussi, les conditions de travail et elle est aussi intégrée dans les plans de santé au travail. Donc on voit qu'elle remplace, la QVT, d'un point de vue, réglementaire, et donc c'est l'amélioration du travail et des conditions dans lesquelles il est réalisé qui doit être au cœur des démarches QVCT. Et donc on note 3 dimensions dans cette notion de QVCT, donc le périmètre d'action, l'ANACT a défini 6 grands thèmes, à prendre en compte dans la démarche, à savoir le dialogue, qu'il soit professionnel et social, l'organisation, le contenu, la réalisation du travail, la santé au travail, les compétences et le parcours professionnel, l'égalité au travail et le projet d'entreprise ainsi que le management. Et tout ça avec un objectif, bien entendu, qu'une démarche QVCT doit en effet permettre de construire progressivement une organisation de travail, pardon,
favorable à la santé, des salariés, mais aussi favorable à la performance globale de l'entreprise. Et en termes de méthode, donc il y a forcément une méthode à engager et à adapter en fonction de vos enjeux et de vos moyens qui, permet de favoriser la participation de tous. Donc à travers, les témoignages, donc qui va suivre d'Olga et le témoignage d'Aqualand et l'intervention d'Anne-Eugénie, on va, essayer de vous mettre en avant, tout ce qui recoupe sur la QVCT et comment on peut, parler de démarche et dynamiser cette démarche dans vos structures. En fait, si je comprends bien, la QVCT, c'est une évolution de la La QVT. QVT, c'est une évolution de Voilà. la QVT. Voilà, bah, ça y est, j'ai presque tout compris. Tant mieux. Oh, bah, merci Lisa, tu t'es pas présentée, hein? Oui, je vais me présenter, je finis par ça. Donc Lisa Michel, je suis chargée de mission qualité et RSE, donc plutôt sur la partie transition environnementale au sein de l'ARIA Nouvelle-Aquitaine, donc l'association régionale qui représente les entreprises agroalimentaires de Nouvelle-Aquitaine. Et je travaille dans le cadre de cet atelier 3D en collaboration avec Laurent et Anne-Eugénie, pour vous animer des ateliers 3D et des webinaires 3D. Ah oui, ça fait bientôt presque 20 et quelques années, hein, qu'on anime Mmh. ces moments d'échange dans le cadre du programme 3D, qui est un programme, porté par AFNOR, COP de France, Nouvelle-Aquitaine et l'ARIA. Voilà. Bon, mais Olga, je vous passe, la patate chaude. D'accord, hein? Merci Je Laurent. vous laisse, je crois que c'est vous qui vous connaissez le mieux, donc je vous laisse, vous présenter, Très bien. d'accord, hein? Et puis, comment on fait? Est-ce que les gens vous interrompent pour vous poser des questions ou est-ce qu'on réserve une partie questions à la Une fin? partie question à la fin de Vaut mieux préférence. comme ça voilà, on va pas Mais briser il y aura votre quand même, élan. oui, mais il y aura quand même une interaction. Mais attention, je suis capable, moi, d'interagir à tout moment. Ok, c'est bon. Merci, On est sur ça le main. marche. Ça Allez, va. Olga, Merci bien. voilà, je vous Euh, laisse. Merci Lisa pour cette belle introduction parce qu'effectivement, j'apprécie ce que vous aviez dit en parlant de confort parce qu'on était dans qualité de vie au travail initialement et on pensait que c'est juste des activités confort, de convivialité qui suffisaient pour rendre heureux au travail. Donc c'est très bien cette évolution qu'il y a maintenant où on parle de QVCT, les conditions, puisque si des conditions ne sont pas réunies, on a beau mener des actions ou des animations, je pense qu'on ne sera pas au rendez-vous de la qualité des vies et de la santé au travail. Alors, moi, voilà, merci en tout cas, Lisa, aussi de présenter ma diapositive là. Avec plaisir. Humanité et performance économique. Vous allez dire, ah, humanité, elle va chercher grand mot. On parle de performance économique, ça peut vous dire, parce qu'on est au travail. Mais pourquoi je parle d'humanité? Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis la présidente de l'association Bio RH, comme indiqué, bio comme la vie, et RH comme ressources humaines. Et l'objet de cette association est de promouvoir la santé et la qualité de vie au travail, mais aussi de faire de la prévention des risques psychosociaux. Donc initialement, c'était ça. Pourquoi j'en suis arrivée là? Tout simplement parce que j'ai un diplôme universitaire en psychologie du travail appliqué aux ressources humaines et plus précisément en qualité de vie au travail et j'ai aussi eu l'occasion de bénéficier d'une formation AFNOR dont j'ai été certifiée AFNOR en tant que chef de projet en santé et qualité de vie au travail. Toutefois, dans ma présentation, comme vous avez pu le voir sur le programme, vous voyez qu'il est indiqué chercheur en philosophie de l'éducation. Donc, ça peut paraître décousu. Vous allez dire, mais la nana parle de QVT, association, elle vient nous voir. Et en même temps, elle est enseignante. Pourquoi est-ce qu'elle serait bien placée pour nous parler de cette problématique? Tout simplement parce que mon expérience en entreprise, lors des diagnostics, lors des échanges avec les différents chefs d'entreprise et décisionnaires, m'a m'a ouvert, en tout cas m'a interpellée sur la nécessité d'aller à l'éducation. C'est-à-dire quoi? C'est pas vraiment une réorientation professionnelle que j'ai choisi de faire. C'est c'est un projet cohérent pour moi parce que j'ai compris qu'il était difficile de faire changer de paradigme aux adultes, hein. Vous convenez bien avec moi, hein. Quand on a déjà un certain âge, c'est compliqué là de faire changer de schème de pensée. Et je me suis dit: «Beh, donc je vais aller au berceau, les récupérer».
Donc, c'est au berceau qu'il va falloir éduquer nos futurs décisionnaires, nos futurs dirigeants d'entreprise, nos futurs chefs d'entreprise. C'est comme ça que je suis rentrée dans le professorat et ça ne correspondait pas du tout à ma conception de l'éducation et j'ai poursuivi vers l'ingénierie et aujourd'hui, je suis chercheur et j'enseigne à l'Institut du professorat. Donc, moi, j'aborde tout ce qui concerne l'ingénierie de formation. Donc là, Lisa, dans sa présentation, elle parlait d'organiser des ateliers et tout. Ça nécessite une formation, c'est voilà, c'est de l'ingénierie aussi, c'est penser, réfléchir, concevoir, pas copier-coller quelque chose qu'on lit sur Internet, non, hélas, mais de concevoir, de penser par rapport aux problématiques, par rapport aux évolutions justement du terrain. Avant, on était QVT, on pensait des formats, et maintenant on dit QVCT, il fallait aussi penser. Donc voilà, c'est ce travail que je fais sur les problématiques sociétales. Donc, sur l'ingénierie de projet, j'enseigne des masters. Donc, tout ça pourquoi? Pour déconstruire des schèmes de pensée et pouvoir co-construire ensemble ou reconstruire, tout simplement, en tout cas permettre aux gens de reconstruire d'autres états d'esprit, d'autres paramètres. En fait, on va faire du reformatage, tout simplement. Voilà. Donc, en ce qui concerne ce parcours professionnel, cette présentation, ça m'amène à vous présenter en tout cas les différents points que je vais aborder avec vous. Donc, expliquer ce thème, pourquoi est-ce que je parle d'humanité et de performance économique. Parler de comment définir l'humanité, parce qu'on parle d'humanité, nous sommes des humains assis à cette table. Bon, je ne sais pas s'il y a un chat ou un chien en dessous d'une table, mais bon, je ne le vois pas. Humanité, donc, au prisme de notre environnement professionnel. 3, comment concilier cela? Parce que, OK, c'est bien beau de dire qu'on est humain et qu'on est dans un environnement professionnel. On doit modifier peut-être des perceptions, certes, mais comment on va concilier le fait d'être humain avec les objectifs d'une entreprise? Parce que qui dit professionnel parle de rentabilité. Et à moins d'être une association, ben, les entreprises elles font du business. Donc, on va aborder ça. Et puis, je vais conclure et vous donner la parole. Si cela vous convient, hein? C'est bon pour vous? Alors, C'est bon. Impeccable. OK, super. Alors, pourquoi parler d'humanité? Tout simplement, ici, quand je parle d'humanité, si vous voyez bien, c'est humanité sans S. Donc, je ne parle pas du courant philosophique. Humanité, comme là, dans le monde universitaire, puisque je suis rattachée à ce département-là. Mais je vais aborder le fait d'être humain. Le fait d'être humain. Aujourd'hui, même si la robotique fait rage, hein, comme vous le voyez, l'intelligence artificielle et tout, mais nous allons parler de nous, vous et moi. C'est nous qui sommes concernés par l'activité professionnelle et ses implications sur notre santé. Puisqu'on parle de QVCT, mais désormais même, on parlerait plutôt de SQVCT. Parce que pourquoi QVCT? C'est pour aboutir à la santé au travail. Donc, parler d'humain au cœur d'une activité professionnelle, c'est parler des implications pour notre santé. Et pourquoi est-ce que mon association s'appelle BioRH? Je vais vous le dire, puisque ça va vous faire comprendre pourquoi est-ce que je parle d'humanité ici. C'est que j'ai voulu ce nom provocateur pour susciter, dans le cadre de la prévention, susciter les réflexions, les échanges, la conversation. Et vous voyez, communément, quand on parle de bio, on a une erreur de langage. Oh, c'est de la nourriture bio, c'est de ceci bio. Donc, bio pour nous égale à de l'alimentation. Et j'ai eu déjà même ces interpellations, ces échanges lors de forums, et on me dit, mais bio, c'est de l'alimentation. Donc, en quoi est-ce que bio a un lien avec RH? Mais tout simplement, en réalité, c'est que bio veut dire la vie, c'est le bios. Donc, bios veut dire la vie. Et quand on parle de biologie, il y a bio, bios, et il y a logie, logos. On étudie la vie. Donc, la biologie, science humaine, science de la vie, science animale, mais voilà, c'est d'étudier les interactions, d'étudier ce qui favorise la vie. Donc, moi, je parlerai de notre environnement professionnel, comment définir notre humanité dans l'environnement professionnel si on est des humains, c'est-à-dire que c'est la vie qui nous caractérise, la vie, l'animation. Ça veut dire que nous devons être dans un environnement, en tout cas, nous sommes par essence dans un environnement qui favorise la vie.
Donc, on dira que c'est un environnement biotique, un environnement qui favorise la vie. Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi que quand on va sur la Lune, vous voyez bien qu'ils ne respirent pas l'air. Les humains qui vont sur la Lune, ou même parfois ils sont partis avec un animal, bref, euh, ils ont, ils ont un équipement adapté, un équipement spécifique pour cet environnement là-bas, qui n'est pas favorable pour le type de vie d'un être humain. Donc, masque à oxygène, des vêtements que nous connaissons tous. Thomas Pasquier est parti, on l'a vu à distance, on a observé, il y a eu des échanges en direct, mais il ne pouvait pas s'habiller simplement comme moi, là, à sortir une robe africaine. Non, parce qu'il faut un environnement bioéthique, un environnement qui favorise la vie des humains. Et l'entreprise qui regroupe des humains doit être un cadre qui favorise cette possibilité ou cette faisabilité de vie. Alors, vous allez me dire, OK, on est des humains, oui, parce que 2 jambes, 2 bras, OK, est-ce que ça suffit là pour aborder ce sujet-là? Et moi, je vais justement vous donner la parole en vous invitant tout simplement à me dire, à votre avis, qu'est-ce qui est différent chez nous en tant qu'humains? Qu'est-ce qui diffère l'humain d'un autre être vivant? Je vous laisse la parole, hein. Qu'est-ce qui définit l'humain d'un autre être vivant? La conscience, La conscience, Les émotions. les émotions. T'as triché ou quoi? Qui? Le jeudi. Non. l'empathie, L'empathie, bravo. Il y a quelqu'un qui a levé la main. c'était moi. Ah, d'accord. La conscience, l'empathie, les émotions, Son histoire, son histoire, Donc la mémoire. la mémoire et l'expérience de vie. Ouais. On parle d'histoire, c'est l'expérience de vie. La mémoire, l'histoire. Très bien. Et justement, parce que l'animal est un être vivant, mais il n'est pas un humain. Et ce qui nous différencie de lui, c'est parce que on a des émotions. On a une conscience. Et Alors, l'empathie. Olga, Oui, juste une chose, nous, on travaille beaucoup dans la production animale avec, on est dans l'agroalimentaire, hein, oui, d'accord? Et la réglementation vient de caractériser justement les animaux comme un être doué de sensibilité. sensibilité, oui. Voilà. Et c'est ce qui nous pousse justement à rentrer dans cette dynamique de ces enjeux de bientraitance animale et de bien-être des animaux, quoi. Oui, Voilà. très bien, Alors, merci. est-ce que la sensibilité est une forme d'émotion? Alors là, moi, j'ai atteint mes limites, hein. D'accord. Bon, on va parler des humains là, dans ce cadre-là, D'accord. et parler de ce cas de figure, effectivement. Mais les émotions, la sensibilité aussi, oui, fait partie. Fait partie. Parce que c'est parce qu'on a une sensibilité qu'il y a une émotion qui se déclenche. Et donc, du coup, tout ce que vous avez dit est correct. Et ce serait indélicat de penser au fait d'être humain sans aborder la question les traits de sensibilité, de vulnérabilité, de fragilité, et donc de besoin d'attention face à notre milieu professionnel. On ne peut pas penser qu'au gain, au profit économique, sans évaluer, penser, réfléchir à la sensibilité humaine. Alors, donc, du coup, pourquoi est-ce que j'ai dit Anne Eugénie a triché? Parce qu'elle a sorti tout de suite le mot émotion. Et donc, en fait, moi, ma présentation va se baser sur l'un des 6 facteurs de risque psychosociaux qui est très peu traité quand on parle de QVCT. C'est les exigences émotionnelles. Parce que dans notre milieu, où dit cartésien parfois et tout, et même dans le monde de la recherche, dans le monde universitaire, on dit un vrai philosophe, un vrai scientifique ne doit pas démontrer les émotions. On doit tout cacher. Mais aujourd'hui, la science, le rapport Golac l'exprime très bien. Le rapport Lecoq a pris le relais et démontre très bien que ces choses-là ne sont pas négligeables dans notre santé au travail. Et vous verrez dans la notion de performance par la suite. Et vous êtes dans le milieu agricole, vous allez voir justement
comment est-ce qu'on doit être vigilant et considérer aussi ce point-là dans le monde de l'industrie. Dans le monde de l'industrie. On va rapidement évoquer le fait que ce 6e facteur de risques psychosociaux est un facteur qui est très complexe. Parce que quand on parle d'émotions, déjà, ça relève de la subjectivité. Ce n'est pas factuel. On ne peut pas percevoir spécialement. Alors que ça peut interférer de manière néfaste sur la performance au travail. Donc, il y a plusieurs difficultés. Donc, on sait bien que les exigences émotionnelles, très souvent, on va dire, oh, c'est seulement dans le cadre du rapport au public, quand on accueille du public, on ne doit pas montrer nos émotions. OK, mais dans le monde de l'industrie, vous allez voir que très vite, je pense que vous le savez, mais c'est bien ce rappel-là pour nous interpeller, nous sensibiliser là-dessus. Dans le monde de l'industrie, le fait de cacher, de camoufler ses émotions peut créer de graves problèmes. Et si je vous dis émotion, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite? Émotion, qu'est-ce qui vous viendra à l'esprit? Stress. Le stress. Bien. Autre chose? La peur, la La colère. peur. Merci, c'était sur mes lèvres, j'attendais ça. La peur. Quoi d'autre? Il a bien dit l'énervement et la colère. La colère, merci. Il y a Ne la serait-ce- joie aussi. Hein. La joie aussi, oui. La joie aussi. Mais ne serait-ce que si vous prenez la peur, la colère et le stress, vous allez voir dans le monde industriel surtout et en agroalimentaire, vous allez voir que si on prend la peur, par exemple, oui, ça va se relier à un autre facteur de risques psychosociaux, la peur de l'insécurité, la peur de ne pas savoir faire, la peur de n'avoir pas bien compris. Mais on a cette injonction à savoir faire tout de suite, à avoir compris tout de suite, à être efficace tout de suite. Du coup, qu'est-ce que les gens font? Ils ont peur de ne pas y arriver, mais ils cachent leur peur. T'as compris? Oui, 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 j'ai très bien compris. Et qu'est-ce que cela va engendrer? Il n'a pas bien compris, il ne sait pas comment on fait, il laisse une ligne de production, il risque de mettre en danger et sa propre vie, et la production, et ses collaborateurs sur la ligne de production. La colère, il est en colère, il essaie de camoufler sa colère, et puis à un moment donné sur la ligne de production, voilà, il ne pourra pas se contenir, se retenir, ou il suffit que quelqu'un a regardé d'une manière dans le vide, il croit que c'est lui qu'on a regardé, ça vient corroborer puisqu'il y a des biais qui se mettent en place et tout, et paf, on peut avoir un accident de travail. Là, la ligne de production peut être compromise. On peut avoir aussi, On peut avoir la bagarre. en agroalimentaire, on peut avoir aussi des actes de malveillance sur Oui. un geste de colère. Ah oui. Une Mais c'est ça. contamination volontaire des denrées alimentaires. Exactement. Et la violence. Et la violence, oui. Et là, on arrive où? Mais on arrive à l'hôpital, accident de travail. Et ça, je vais en venir parce que l'accident de travail, sur le champ, ça paraît rien. Mais déjà, vous allez devoir remplacer les salariés, la production, voir si ça a endommagé la production. Et l'année suivante, quand vous allez faire vos déclarations auprès de l'URSSAF et autres, vous savez ce qu'il en est, le côté financier de l'entreprise. Donc, ne serait-ce que si on prend la peur, la colère, le fait de camoufler. Voici ce que ça peut engendrer. Si je peux me permettre, Olga, Oui. il y a la violence physique, la bagarre, mais il y a aussi la violence verbale orale. et non verbale, silencieuse. Voilà. Et ça laisse beaucoup de traces dans les relations, dans les équipes. Oui. Et ça va créer parfois, je vais même aborder rapidement même les conséquences, c'est que ça va créer des situations de conflit. Ça peut être des conflits ouverts ou des conflits silencieux. Ça va créer quoi? Ce qu'on appelle le présentéisme. Et le présentéisme, c'est très coûteux pour une entreprise. Quand j'ai fait un accompagnement dans une entreprise, la responsable administrative et financière me disait que c'est la première fois qu'elle entendait parler du présentéisme parce qu'on est tous à cheval sur l'absentéisme. L'absentéisme est tout de suite visible, mais le présentéisme, c'est très coûteux. L'absentéisme, la personne se met en arrêt maladie. Les coûts sont partagés avec la sécurité sociale. Hein. Mais le présentéisme, c'est l'entreprise qui prend plein pot. C'est-à-dire la personne est là, elle ne produit plus ou elle fait le strict minimum. Et là,
c'est problématique pour l'entreprise. Donc, ces situations de conflit, il y a aussi le découragement ou la démotivation, le manque d'implication, parce que ça va apporter plein de choses. Mais ça, déjà, on parle de tout ce qui est colère, mais sans penser que le fait que la personne ait peur, elle se met en difficulté, elle met les autres en difficulté. Donc, ça contamine toute l'équipe, mais ça contamine l'équipe avec quoi? Ça contamine de quoi? Du stress. Et quand vous venez dans un environnement où vous êtes en permanence stressé, on arrive au burn-out, on arrive au bore-out, parce que ça aussi, on n'en parle pas, l'ennui. On arrive à la dépression, on arrive aux maladies cardiovasculaires, on arrive aux troubles du sommeil, aux troubles de l'humeur. Et ça revient très cher tout ça à l'entreprise. Donc moi, je voulais vraiment circonscrire mon intervention sur ça. Et avant je voudrais voir l'heure qui tourne, avant de vous laisser la parole aux questions et tout, juste revenez simplement même sur la définition des émotions, puisque je prends le facteur qui parle d'exigence émotionnelle. L'émotion, c'est quoi? J'ai apprécié que quelqu'un parle de la joie aussi. Ok, c'est une émotion positive. Donc, quand on est joyeux, peut-être qu'on est euphorique et que ça peut mettre en danger. Bon, peut-être quelque temps soit peu, mais on communique voilà, de bonnes ondes ou voilà, une bonne ambiance au travail, une convivialité, une chaleur et tout. Mais sinon, l'émotion veut dire quoi? Selon le Larousse, c'est un trouble subi une agitation passagère et qui est causé par un sentiment vif de peur, de surprise, une réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Donc, parce qu'il y a aussi cette problématique de dire que conciliation vie privée, vie pro, peut-être qu'il vient du dehors avec et tout. Non, il peut venir du dehors avec autre chose. Mais la bonne ambiance au travail peut désamorcer certains stress ou certaines situations. Mais l'environnement de travail provoque des émotions et ces émotions-là, on doit les entendre, on doit les considérer. Et comment le faire? C'est ma dernière partie, c'est qu'on doit tout simplement créer un cadre pour nos salariés, un cadre où ils pourront s'exprimer, exprimer leur contrariété, leur frustration, un cadre qui leur permet d'évacuer et d'éviter à la personne de cumuler des choses. Bien évidemment, ça doit se faire dans la bienveillance, mais il faut avoir un cadre de régulation de manière permanente et que ce soit formalisé dans l'entreprise. Il faut que la hiérarchie accepte les feedbacks, réclame régulièrement qu'il en soit fait et qu'elle considère que c'est humain d'avoir ce genre d'émotion et non de considérer la personne comme un vilain petit canard. Donc, en conclusion, soyez sensibles à ce facteur-là, non seulement pour vous, mais pour les ouvriers qui sont sous votre hiérarchie. Et cela permettra que l'entreprise soit en bonne santé, vous aussi, et votre production, et favorise une rentabilité, une performance économique. Je vous remercie et j'écoute vos questions. Ben, Olga, ben, je vais ouvrir le banc, mais quand vous dites qu'il faut construire un cadre, qu'est-ce qu'on y met dans le cadre concrètement? Qu'est-ce qu'on met dans le Exemple de pratique qu'on peut mettre dans ce cadre-là, justement. Un exemple pratique pour mettre dans le cadre. Oui. Donc, les cadres, déjà, c'est la possibilité, de prévoir, d'institutionnaliser le fait que le salarié puisse venir dire ce qui ne va pas. D'accord. Donc là, ça veut dire que concrètement, il y a une instance, un lieu, une personne qui est clairement identifiée pour remonter ce qui ne va pas? Oui, déjà, un camp, c'est quelqu'un qui vient d'intégrer l'entreprise. Donc, ça dit qu'il y a, comment on appelle ça? Il a un tuteur de formation. Donc, quand on lui donne des conseils, on lui demande s'il a bien compris. Qu'il puisse dire qu'il n'a pas bien compris. Déjà, ça, ne serait-ce que ça. Puisque les hiérarchies, il y a différentes échelles de hiérarchie. Ouais. Donc, déjà que la personne puisse dire, j'ai pas compris ça. Et ensuite, je ne sais pas si vous, dans votre secteur, vous avez
une fois par mois ou chaque fin de semaine, une réunion hebdomadaire comme nous, on a dans nos entreprises. Nous, on a une réunion de début de semaine, de lancement de semaine, une réunion de fin de semaine, vendredi après-midi. Et on a aussi une réunion mensuelle, individuelle. Donc, où on échange. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, quelles sont vos difficultés? Que ce soit relationnel, que ce soit de manière technique, professionnelle. Et on permet à la personne de réguler. Et la hiérarchie directe et l'employé échangent là-dessus. Ou il y a des séances de travail, de réunion entre les salariés, par exemple, par équipe, pour réguler. Donc, il faut avoir ces cadres-là. Alors, je ne sais pas, peut-être que certains de nos participants ont mis en place ce genre de cadre dans les entreprises. Ou alors constate les difficultés à traiter. Non, mais parce que moi, bon, je connais certaines entreprises qui ont fait ce travail-là, mais en règle générale, nous, nos réunions, on a ce qu'on appelle des rituels, d'accord? Oui. Notamment en production, c'est des rituels soit journaliers, mais au moins hebdomadaires, où on communique avec les opérateurs, on fait le point sur ce qu'on a fait la semaine précédente, la productivité, la qualité, etc. On en profite aussi pour ceux qui commencent à avoir une vraie culture de la prévention des accidents du travail, de ces moments rituels pour remonter les situations dangereuses et le signalement des presses d'accidents, voilà. Mais jusqu'à présent, on n'est pas sur justement cette évaluation de l'humeur ambiante. Je ne sais pas si c'est le bon terme, d'accord? L'humeur ambiante ou l'ambiance, voilà. C'est peut-être intéressant de travailler en ce sens-là. Donc, j'ai Valérie qui lève la main. Oui. Oui, Valérie. Et même pour dire ça, nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est avec des emojis, des émoticônes. Donc, on affiche en grand écran, devant chaque nom, il y a son… Et on rend ça ludique aussi, l'émoticône qui correspond à l'humeur. Nous, on commence nos séances toujours avec l'humeur d'abord, et après, la personne s'exprime. Ouais. Donc, nous c'est ce qu'on pratique, chaque réunion de service. Valérie, vous êtes de quelle entreprise? Excusez-moi. Je suis de Beurre Vinaigre à la Tremblade. D'accord. Donc, nous, chaque réunion de service commence ou finit, ça dépend des managers, par l'humeur où les personnes peuvent exprimer leurs ressentis, savoir s'ils sont bien et ils ont le droit de parler de tout. Ça peut être en lien avec le travail comme personnel s'ils ont envie d'en parler. Ça reste libre, libre à chacun. Et donc, chaque rapport est envoyé aux membres du comité de direction chaque semaine. Et si on constate que il y a des personnes ou des services qui vont pas très bien, on intervient après pour mettre en place soit des actions ou des discussions ou voilà. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Très bien. Il y a une deuxième main qui est levée. Merci Valérie. C'est qui notre deuxième main? Oui, c'est Jean-Pierre, donc pour l'entreprise Aqualand. Donc nous, oui, depuis quelques années, il y a quand même une culture prévention, santé, sécurité au travail qui mûrit et qui a quand même bien germé. Et donc on a effectivement des temps d'échange à plusieurs niveaux. On appelle ça les actions. À des actions intervalles courts, les AIC. Donc, on a les AIC directement dans les ateliers réalisés par les managers de proximité et qui peut aller après jusqu'aux responsables d'équipe avec leur responsable secteur et après qui sont remontés en comité Indus. Ce qui permet sur la proximité, alors il y a une volonté de recueillir les émotions de chacun, alors avec la météo, avec les monsieur, madame, ce qu'on veut, ça, peu importe l'outil qu'on utilise. Après, on s'est rendu compte aussi qu'il y a quand même des limites à ce type d'outil, parce que quand une personne fait remonter 365 jours de l'année un orage, c'est pas toujours évident d'avoir le collectif qui suit. Ça arrive aussi que le collectif l'équipe dise bon il y en a marre que tu mettes un orage, tu mets mauvaise ambiance. Donc voilà, c'est après comment traiter ces cas particuliers. Donc après il y a plusieurs niveaux de communication. Le service RH est à leur disposition. Moi en tant qu'infirmière aussi.
Donc après, ça se passe en confidentialité, puis on oriente les personnes au fur et à mesure. Voilà, c'était pour rebondir à ces discussions-là. Oui, merci Gentiane, parce qu'effectivement, la personne, si 365 jours, ça veut dire qu'il y a un problème de fond qui est camouflé sous, voilà, nous, deux semaines successives, tu donnes 8. C'est ça aussi qu'on ne sait pas. Et comme elle dit, l'infirmière est là ou autre pour questionner, parce que comme je disais aussi, j'évoquais la question de conciliation vie privée, vie pro, il peut y avoir des problématiques dont il faut extraire la personne pour un accompagnement ou comprendre, chercher. Mais il faut entendre. Alors, mais par contre, ce qu'il faut être conscient aussi, c'est que toutes les entreprises n'ont pas la chance d'avoir une gentiane, n'ont pas la chance d'avoir une infirmière, parce que c'est réservé à des entreprises relativement conséquentes. Voilà, ou n'ont pas la chance d'avoir une DRH comme Emmanuel, d'accord? Donc, comment on fait pour structurer ça dans des petites entreprises? Voilà. Avant de laisser la parole à Eugénie, mais en fait, ça, moi, par exemple, au sein de mon groupe, bon, après, même si c'est un grand groupe, mais c'est une question de ritualiser ou d'institutionnaliser la chose. Tout se passe au niveau des managers, parce que l'exemple qu'elle a donné tout à l'heure, il y a différentes hiérarchies. C'est-à-dire que les managers aussi, ils ont leur réunion de régulation avec leurs managers, et aussi ça remonte au fur et à mesure. Donc, nous, par exemple, le même individu ou le même collaborateur qui a cette problématique qui revient, il y a ce qu'on appelle le one-to-one. Donc, il y a un face-à-face avec sa hiérarchie où il s'exprime, où il y a cet échange-là. Ce n'est pas forcément un infirmier ou une infirmière, mais déjà l'échange. Et en psychologie, on sait que donner la parole, c'est déjà 50% de la thérapie. Mais déjà que la personne soit entendue, il se sent considéré, parce que ça aussi, il y a d'autres biais qui se mettent en place. Donc, à petite échelle déjà, ritualiser ce genre de choses et qu'ils sentent que, si ça ne va pas, je peux aller dire au patron, il ne faut pas que je me défoule sur le matériel ou sur mon collègue, mais je peux en parler à ma hiérarchie directe. Déjà, ne serait-ce que ça. Et petit à petit, vous allez trouver des moyens. Ça va se faire naturellement. Après, dans l'art du management, notamment du management de proximité, ce n'est pas forcément dans la génétique, le sens de l'écoute. Ouais, ça, c'est autre chose. Oui, mais et la formation n'est pas forcément suffisante non plus. Je pense qu'il y a une histoire de gène. Il y a le gène, il y a des gens qui ont une écoute active et qui sont ouverts au dialogue, et puis il y en a d'autres qui sont des très bons managers, mais qui ne sont pas des bons écouteurs. Donc ça veut dire que voilà. Mais ça veut dire que justement dans l'art de désigner les managers de proximité, notamment, d'accord, il faut bien prendre en compte cette considération, cette dimension un peu humaine de capacité d'écoute, identification éventuellement de symptômes de mal-être. Et moi, j'ai fait un rapport pour une entreprise, justement, et c'est ce que j'avais conseillé parce que j'avais relevé ce point-là. C'est que très souvent, dans plusieurs entreprises, les managers, ce sont des anciens collaborateurs qui ont évolué, donc comme une récompense et tout, mais qui n'ont pas la fibre, qui n'ont pas la formation. Et donc, ce sont des gens qui sont des performeurs au niveau chiffres, mais qui n'ont pas toute cette dimension humaine. Mais on les met là, alors qu'être manager aujourd'hui, ce n'est pas juste ce qu'on pense. Ce n'est pas parce que tu as toujours eu de bons chiffres que donc pour te récompenser, on te met là. Si tu n'as pas cette fibre, tu n'as pas cette capacité, cette aptitude, on met en difficulté toute l'équipe. Anne-Eugénie. Oui, mais en fait, après. Vas-y, Anne. Non, mais en fait, j'allais questionner sur ce même sujet-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur de la gestion d'activité, on est sur de la gestion de relations humaines. Et effectivement, je pense que la question de la formation des managers, qu'ils soient de proximité, mais même quel que soit le niveau hiérarchique, quelle est la formation qui peut être proposée pour qu'ils soient en meilleure capacité d'avoir cette écoute, voilà, de ne pas être en réactivité s'il y a un reproche qui est fait, parce qu'en fait la personne vit l'émotion qu'elle vit, mais pas, elle peut le renvoyer à son manager, mais en fait c'est ce qu'elle vit elle. Voilà. Et comment est-ce qu'on accompagne les managers? On parle beaucoup aujourd'hui de coaching, mais je crois que c'est quelque chose qui n'est pas encore très encadré. Et je pense que c'est un sujet à poser. Et on parle beaucoup plus de transversalité aussi aujourd'hui et de participatif. Comment les managers et les responsables dans l'évolution d'un fonctionnement hiérarchique en interne se retrouvent là-dedans et ne se sentent pas en difficulté eux-mêmes, parce que finalement, c'est deux personnes qui sont en difficulté. Parce qu'on peut avoir aussi une personne dans une équipe qui ne s'exprimera pas, parce que la cause de son mal-être, c'est son manager direct. Et dans tous les cas, même si on a dit qu'il fallait s'exprimer, mettre un soleil, un orage, un smiley, il ne le fera pas et il se taira, il restera silencieux.
On a Bruno qui a levé la main, je crois. C'est ça, Bruno? Oui, tout à fait. Moi, je travaille chez Terre du Sud, le groupe coopératif dans le Lot-et-Garonne. Et donc, nous, ce qu'on a mis en place depuis maintenant à peu près 2 ans, c'est un programme de formation justement pour tous les managers, parce qu'effectivement, on a fait le même constat que nombre de managers, en fait, s'étaient retrouvés dans cette position par un historique et n'avaient pas forcément toute la boîte à outils pour exercer leur rôle de manager. Et donc, on a mis en place un programme sur une dizaine de jours, en 5 modules de 2 jours, dont certains traitent effectivement de ces aspects RPS, lien humain avec les collaborateurs, puis d'autres un petit peu plus terre à terre, comme la gestion des heures et des choses comme ça, pour qu'ils aient vraiment une boîte à outils et puis aussi qu'ils aient une prise de conscience de ce qu'on attend d'eux. Parce que très souvent, voilà, c'est ce petit truc qui manque et ils ont fait comme ils pouvaient, avec leur ressenti, avec leur propre historique, leur propre histoire, et puis il leur manque des choses. Et puis certains donc, nous ont fait part qu'ils se sentaient plus capables de manager une équipe par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Et donc, ils sont partis sur d'autres postes plus d'experts. Et puis il y en a d'autres, au contraire, ça les a musclés, ça les a renforcés dans cette conviction. Et donc ça les a outillés. Alors tout ça, c'est un long chemin, bien entendu. C'est pas avec une formation qu'on va tout régler. Mais au moins, ça leur a donné cette boîte à outils qui leur permet maintenant d'être un petit peu plus sûrs d'eux pour exercer leur rôle de manager. Donc, Merci, les managers Bruno. ont besoin d'être accompagnés. Hein. Merci beaucoup, Voilà. Bruno. Oui. Moi, je dois vous quitter dans quelques minutes, là. Ça marche. On a une dernière question de Véronique. D'accord. Oui, moi j'ai une question par rapport à ce que vous disiez à l'instant, du fait d'institutionnaliser cet espace d'expression. Dans une entreprise très petite, on n'a pas forcément toujours les choses qui sont très cadrées, etc. Et est-ce qu'on peut considérer lorsque le manager affiche très clairement porte ouverte, de dire que le fait d'être porte ouverte permet aux collaborateurs de venir s'exprimer? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est à différentes échelles. Selon que l'entreprise est grande ou pas, il faut vraiment avoir un cadre qui va être différent d'une petite entreprise. Et l'avantage des petites entreprises, c'est justement, on est un petit comité réduit, donc il y a cette facilité, cette aisance de passer la porte et parler. Donc, oui, quand je parle d'institutionnaliser, c'est que ce soit intégré dans la culture de l'entreprise. Ouais. Après, la méthode, ça, c'est vous qui le trouvez. Mais c'est la culture de l'entreprise, qu'elle intègre que, voilà, on doit toujours permettre aux gens de nous faire un feedback. Et les employés, ceux qui arrivent, qui sont intégrés, doivent savoir qu'ils ont cette possibilité et qu'ils ne seront pas considérés comme des vilains petits canards à éliminer. Et ça, c'est ce qui est important. De la même manière, il y a une pensée qui me vient. Je pense que lorsqu'un manager, alors on le constate tout le temps, que les managers sont d'anciens collaborateurs et qu'ils sont promus par leur capacité professionnelle et pas par leur capacité à être des managers. Par contre, ils en ont quelquefois conscience. La délégation de l'écoute active à quelqu'un de l'équipe qui serait le porte-parole peut se faire aussi. Parce qu'effectivement, qui serait un peu plus à l'aise avec le oui, manager, c'est ça, le manager ne se sent pas de le faire. Et ça relève quelque chose d'autre même pour le manager, parce que c'est pour ça que je ne parle pas de titre, je parle d'humanité ici, parce que ça montre aussi sa vulnérabilité, qu'il est humain et qu'il ne peut pas tout savoir, tout faire, mais dire que voilà, on peut avoir un cadre ou quelqu'un et qui nous remonte, voilà. Tant que ça se passe dans la bienveillance, et à vous d'organiser. C'est pour ça que je dis qu'au fur et à mesure, les choses se mettent en place et puis vous allez trouver des petites astuces à vous. À vous. À vous. Voilà. J'ai une entreprise qui m'attend et qui n'arrête pas de me relancer. J'ai eu une urgence. Mais Olga, merci de votre présentation pleine de chaleur et d'humanité. Donc, c'était très sympathique. Voilà, donc voilà. On va continuer maintenant avec. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Olga. Au revoir. Au revoir, merci, Olga. Anne-Eugénie, par rapport à un projet, c'est écrit en diagonale, un projet. Nous dire quand est-ce que ce projet a une chance de voir le jour et en quoi il consiste. Yes. Hein? Vas-y, Anne, tranquillement. Tranquillement. Donc, le projet s'appelle Organisation éthique et responsable. Tu te présentes parce qu'il y en a encore peut-être dans ce bas monde qui ne te connaissent pas. Oui, donc je suis Anne-Eugénie Gaspard et en fait, j'ai fait partie pendant 23 ans du groupe AFNOR que j'ai quitté vendredi dernier.
voilà, à minuit. Et donc, je collabore avec Laurent depuis l'origine du programme 3D, voilà, Et à ça va l'échelle continuer. régionale et nationale, et ça va continuer, mais sous une autre forme. Je prends Voilà. un petit peu d'indépendance. Je pense que c'est lié à l'âge, mais voilà. Et donc, avec plaisir d'être encore avec vous ce matin. Et dans la continuité du partenariat avec 3D, donc la coopération agricole et l'ARIA, j'ai aussi participé à d'autres projets collectifs d'accompagnement de programmes RSE pour accompagner les entreprises. Et tout ça, ça a donné lieu à un réseau de réseaux qui s'appelle Résonance, qui développe des programmes par des approches sectorielles ou des approches territoriales pour accompagner les démarches RSE, pour faire rapidement. Et donc, 3D, en 2012-2013, avait développé un programme qui s'appelle Charte éthique et sociale, que certains d'entre vous ici présents ont utilisé, pour accompagner le volet social et humain des démarches RSE des entreprises qui étaient engagées dans le 3D. Et donc, en fait, aujourd'hui, on le sait, c'est un sujet central, la question de l'attractivité des entreprises. Et les entreprises qui sont en démarche RSE ont un capital génétique qui est favorable à l'attractivité de leur entreprise, de par la prise en compte des parties prenantes et notamment les parties prenantes internes. Bref, tout ça pour dire que de façon générale, en dehors du programme 3D et de la charte éthique et sociale, on n'avait pas vraiment d'outils et d'approches pour accompagner ce volet social et humain dans les organisations. Et donc, au niveau de Résonance, on s'est dit, on va faire un programme en s'inspirant de ce qui a été fait, en le réactualisant pour le proposer aux entreprises de l'agro, mais au-delà. Et ça a donné donc ce programme Organisation éthique et responsable qu'on a lancé il y a un peu plus d'1 an, avec les partenaires qui sont présentés en bas, avec donc l'ARACT, qui était déjà partenaire du programme Charte éthique et sociale de la coopération agricole, avec la CARSAT pour tout ce qui est prévention des risques professionnels, avec la médecine du travail, qui s'appelle SIST ici, avec l'AMSA, qui était aussi avec la Charte éthique et sociale au départ, et puis avec Ben Vivo, qui est une association qui a créé un premier colloque sur la bienveillance au travail, et où on parle aussi de ces questions comportementales en fait, des organisations et des managers. Voilà pour l'introduction. Et donc, vas-y Lisa, rapidement. Vous aurez le PowerPoint. On a un contexte aujourd'hui qui est favorable à une meilleure prise en compte de ce que vivent justement les salariés dans leur organisation et qui impacte leur motivation, leur implication. Au-delà de tout ce qui va être risque professionnel, de santé, il y a cette question d'implication et de motivation. Donc ça, c'est le côté salarié. Et après, il y a effectivement un cadre réglementaire, la loi santé dont tu as parlé tout à l'heure, Lisa, le 4e plan santé au travail, qui donne la priorité à la prévention, à la qualité de vie et aux conditions de travail comme levier de performance des entreprises et de bien-être des salariés. Quand on est en démarche RSE, on est dans cette question d'implication des salariés dans le projet de l'entreprise. Et donc, du coup, on ne va pas être sur la prise en compte de la réglementation, mais sur une démarche qui va être volontaire et qui va répondre aussi à cette réglementation. C'est un petit peu l'idée du projet de la charte éthique et sociale qui sera co-construite par la direction, la gouvernance, les managers avec les salariés et le CSE. Vas-y, Lisa. Donc, un cadre de référence RSE, OK pour ce projet-là. Vas-y, qu'on connaît. Les questions centrales de l'ISO 26000. Vas-y, clique. Et donc, vas-y. Et on retrouve en fait ces questions qui sont liées au social et à l'humain. Donc, c'était rigolo, rigolo entre guillemets, que Olga parle d'humanité parce qu'on est sur des organisations qui sont vivantes, sur des écosystèmes. Et donc, dans l'ISO 26000, la charte éthique et sociale, qu'on va appeler la charte des organisations éthiques et responsables, va prendre en compte en fait la gouvernance de l'organisation, bien sûr, mais tout ce qui va être communauté et développement local dans l'ISO 26000, tout ce qui va être droits de l'homme et tout ce qui va être relations et conditions de travail. Dans le droit de l'homme, tu as aussi tout ce qui est en lien avec le devoir de vigilance et toutes ces choses-là. C'est ça, donc je l'ai un peu plus loin, mais c'est ça. Et donc, en fait, c'est autant en interne dans l'organisation que dans sa chaîne de valeur.
et dans sa sphère d'influence, puisque là, on est dans un écosystème de personnes qui savent de quoi on parle. Donc, ça va être une responsabilité élargie sur ces sujets-là. Vas-y, Lisa. Je crois, Voilà. attends, on a une main qui s'est levée, non Oui. Bruno? Je pense que c'est un reliquat de tout à l'heure qui est resté. Ah, ok. Ça marche, merci. N'hésitez pas à poser les questions. Donc là, c'est pareil. Donc là, sur ce slide, en fait, on voit des sujets qu'on aborde dans notre démarche RSE et qui vont être des réponses à cette démarche qu'on appelle QVCT. Valeurs, la question des droits de l'homme, la question de l'éthique, la question de l'égalité, on en a parlé tout à l'heure. Il y a la question de la diversité, mais il y a la question des compétences, de l'emploi et de l'insertion. Il y a des termes comme future of work, formation, intelligence collective. Laurent, tu voulais dire? Oui, parce que quand même, tu as des chiffres qui sont importants, là, quand même. Tu as 68% des Français estiment avoir des problèmes de santé, dont la moitié pour des raisons professionnelles. C'est quand même pas mal. Et surtout, ce que disait Olga... Alors, ça fait 68% des Français actifs ou 70% des Français? Ah, de ceux qui sont actifs. Ça, c'est ceux qui sont dans le actifs. cadre... Oui, tout à fait. Donc, ça fait quand même 34% des actifs qui ont des problèmes de santé liés au travail. C'est ça. C'est énorme, moitié, la moitié qui estime que c'est pour les raisons professionnelles. Et c'est après le coût du mal-être en entreprise, environ 12 600 € par an et par personne. Donc ça, c'est une moyenne. Et donc, il y a la question des arrêts de travail, mais il y a la question aussi du présentéisme qui est chiffré là-dedans. Alors, comment on chiffre un présentéisme? C'est ça. Moi, je me suis toujours... parce que tout le monde fait une forme de présentéisme. Alors, ceux qui font le moins de présentéisme, à la limite, c'est les mecs qui sont sur une chaîne de... Enfin, les mecs, ou les dames, hein, qui sont sur une chaîne de production. Parce qu'il y a un cadencé, une productivité, il y a un TRS, mais pour le tertiaire qui est devant son ordinateur, à partir de quand j'estime que je suis en présentéisme? Quand je réfléchis en regardant l'image de mon ordinateur, est-ce que je fais du présentéisme? Voilà. Donc ça, c'est la vraie question. Voilà. Donc là, c'est de poser les sujets et qu'après, dans l'accompagnement qui est proposé dans le programme, on puisse apporter les outils. Après, on est sur de la mesure humaine. Donc, on parlait tout à l'heure de graphiques ou de schémas ou d'images pour évoquer les émotions. C'est l'OMS qui avait utilisé une méthode pour chiffrer le présentéisme, voir comment après ça peut s'appliquer effectivement dans les entreprises. Moi, je suis pas une spécialiste, je suis en coordination du projet, mais en tout cas, c'est ces sujets-là qui sont posés dans cette question-là de charte et de regarder comment faire en sorte que les salariés soient impliqués, motivés, concernés et soient pas là pour faire du présentéisme et n'y retrouvent pas leur compte, tout comme l'entreprise ne le retrouvera pas non plus. Donc, on est sur la question de la motivation des salariés à droite. Vas-y. Je vois quand même qu'il y a 83% des salariés qui ont plaisir à travailler. Aussi. Donc, quand celle-ci est dotée d'une fonction d'un service RSE. Ça, c'est des chiffres qui sont révélés. Et donc, on le voit quand on écoute le bien-être des salariés par un baromètre social dans les entreprises qui sont en démarche RSE ou qui ne le sont pas, il y a des chiffres nettement meilleurs dans les entreprises engagées en démarche RSE que dans les autres. Donc, c'est un réel levier d'implication des salariés. Mais ça ne fait pas tout. Comme disait Olga tout à l'heure, il faut quand même un cadre, il faut écouter, il faut évaluer, il faut mesurer et puis après suivre les actions qui peuvent être menées et voir quels peuvent être les leviers pour améliorer et puis les facteurs de risque. Et donc la question de l'attractivité, donc un autre sujet. Voilà. Aujourd'hui, les entreprises peinent à recruter et c'est vrai que ce que permet de mettre en avant une entreprise engagée en démarche RSE rend l'entreprise attractive. Donc sur des critères de projet, de valeur, mais également après sur des critères de conditions de travail. Oui, parce que j'ai un autre chiffre qui me saute aux yeux, là, même si c'est écrit petit, Anna, d'accord? Tu as quand même 55% des collaborateurs qui estiment que l'engagement social ou environnemental d'une entreprise est presque plus important que le salaire. Moi, je suis étonné par ce chiffre. Ouais, mais c'est tous ces salariés qui ont quitté leur entreprise pour aller sur des postes moins bien payés, mais qui ont du sens. Et donc, c'est un vrai sujet. Alors après, il faudrait regarder par catégorie socio-professionnelle. Là, c'est plutôt les cadres. Les nouvelles générations, peut-être. Ouais. Après, il faut creuser. En tout cas, c'était un chiffre pour interpeller sur les sujets à prendre en compte. Parce que nous, les vieux, on est vénal. Pas que. Pas que. Ça marche.
Et après, quand tu as la santé qui prend le pas, tu prends des dispositions aussi. Bon, les déterminants de la QVT, donc ça, c'est la fleur, on va dire, de la RACT. Donc maintenant, on a basculé sur la QVCT, mais je n'ai pas une nouvelle fleur, mais bon, ça sera quelque chose à prendre en compte hein, dans les sujets et dans l'accompagnement. Vas-y, Lisa. Faut pas aller trop vite là, parce que c'est intéressant cette fleur quand même. Ah, alors après, si tu veux, aller dans le contenu. En fait, mais un petit peu. En fait, ce que va permettre l'accompagnement dans le projet organisation éthique et responsable, c'est qu'on va prendre tous les cadres de référence. Donc, on est parti bien sûr de la RSE, et puis après tous les cadres qui existent et qui vont pouvoir être un support à l'analyse et après à des méthodes à mettre en place dans les entreprises pour prendre en compte chacun des sujets. D'accord ? Donc là, le cadre des déterminants de l'ANACT, c'est celui-là. Relations et conditions de travail, avec climat social, le contenu du travail. Ça, c'est important. Voilà. Parce que dans nos entreprises agroalimentaires, des fois, on s'amuse à survoler la description des missions. Et ouais, donc il y a une vraie vigilance à avoir là-dessus, quoi. OK. Donc voilà, répartition de la charge de travail, la question de la santé au travail. Okay. Donc, OK, avec tous les sujets qui sont liés, hein, tout ce qui est RPS, bien sûr le document unique, l'aménagement des lieux et des postes, tout ce qui va être ergonomie. Les compétences, parcours professionnel, on en a parlé tout à l'heure. Il y a la question des compétences, mais il y a aussi les compétences et aptitudes comportementales qu'il faut accompagner. La question de l'égalité professionnelle, avec les questions des temps de vie, voilà, perso, pro, et puis bien sûr toutes les questions d'égalité des chances, on va dire, et notamment entre les femmes et les hommes. Et puis après, l'engagement des salariés, le management. Donc là, comment on partage la stratégie, le projet d'entreprise, la place de chacun dans le projet d'entreprise. Et puis voilà, d'accord ? Tu as quand même un point qui est important. Là, je vois, c'est écrit en petit, l'engagement du management. Oui. La transparence de la politique de rémunération. Et d'ailleurs aussi la transparence de la politique de reconnaissance des mérites. Complètement. Alors ça, c'est un sujet hyper sensible, parce que surtout chez les latins comme nous. Ça, c'est un vrai sujet parce que s'il n'y a pas de reconnaissance, mais de toute façon, tout le monde le sait, à un moment donné, il y a perte de motivation. La reconnaissance, elle peut être numérique, mais elle doit être aussi d'autres façons. Il y a d'autres signes, oui. D'autres signes, et la reconnaissance par la rémunération n'est pas suffisante. Et ce que nous disait Olga tout à l'heure, c'est que les émotions guident beaucoup de choses dans la thématique, et notamment la colère. Ce que ne supporte pas un collaborateur, c'est l'injustice de traitement, et notamment le traitement financier. Tout à fait. Exactement. Donc voilà, donc on prend ces contenus-là. Vas-y, Lisa. Donc voilà, RSE et tout ce qui est qualité de vie et conditions de travail. Donc le schéma, c'est un petit peu faire un recensement. Vas-y, tu peux tout mettre. Moi, j'ai une contrainte, il faut que je parte à 25 au plus tard. C'est bon. Mais le contexte, c'est l'évolution du marché du travail. Il y a des tensions, on est d'accord ? Pour recruter, l'évolution des compétences, le travail, l'emploi et l'employabilité. Il y a la question de tout ce qui va être télétravail qui est posé aujourd'hui et les questions d'équité aussi face à ça. L'employabilité, on en parle hein, dans les démarches RSE, c'est comment est-ce qu'on reconnaît les compétences acquises par les salariés tout au long de la vie au travail. Les attentes sur le sens au travail, l'équilibre et j'ai mon truc est caché, lieu de vie de travail, la diversité des âges et des coopérations intergénérationnelles, c'est un sujet, le dialogue sociétal et environnemental, aujourd'hui au niveau du CSE et du dialogue social, on doit intégrer aussi les questions environnementales, et la loi qui est venue renforcer la thématique de la prévention des risques, mais la prévention en santé au travail et la QVCT. La loi maintenant intègre ces sujets-là. De qualité de vie et de conditions de travail, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Quelques chiffres. Un taux de chômage à 8%.
un taux d'emploi qui atteint son plus haut niveau depuis très longtemps, donc qui crée des tensions en termes de recrutement. Vas-y. J'ai dit, tu m'étonnes. Voilà, mais c'est vrai. Hein. Puis après, il y a la question des compétences. Donc ça, c'était des chiffres. C'était en 2023, 800 000 offres non pourvues. Donc c'était une source Pôle emploi. Des facteurs qui expliquent seulement environ 14% des difficultés de recrutement. On n'a pas après vraiment toutes les explications, donc c'est un vrai sujet. Après le Covid aussi, des attentes sur le sens au travail et sur la notion de travail, sur les finalités du travail, sur le temps du travail. 4 Français sur 10 ont entrepris une transition professionnelle, éloignement, démission, donc ça c'était post-Covid, donc c'est quand même beaucoup, ça fait 40%. Il y a toujours la difficulté de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes qui crée des insatisfactions. Il y a des compétitivités sur la guerre des talents. Et puis, tu vois, on parlait de la rémunération, elle reste un critère important pour 68%, mais plutôt en 4e position dans les critères de motivation. Et enfin, les attentes sur le sens, l'équilibre et les façons et les lieux de vie au travail. Donc, bon, il y a des nouvelles formes de collaboration dans les espaces de travail qui peuvent exister et de plus en plus de l'entrepreneuriat des salariés et donc des lieux qui réunissent ces entrepreneurs avec des activités porteuses de sens. Bon, et après, il y a aussi ces questions d'intrapreneuriat qui peuvent intervenir dans les entreprises et qui créent de l'attractivité aussi pour les salariés. Bref, tous ces sujets-là à prendre en compte. Et donc, je vais aller sur la dernière partie. Donc, on travaille depuis un an. Donc, la question aussi après de l'évolution des compétences, travail, employabilité. Bon, je vous laisserai les chiffres. Ce qui est important, voilà. Ce qui est important, c'est aussi la question du dialogue sociétal et environnemental dans le dialogue social. Donc, ça, c'est ce qu'on développe dans la démarche RSE également. Et puis après, les questions d'égalité et de lutte contre discrimination et de coopération dans les organisations. C'est un sujet complexe, hein? Mais à prendre en compte. Parce que tu vois, par exemple, tu as une nouvelle thématique émergente comme le télétravail, tu crées de fait une forme de discrimination entre des gens d'une activité tertiaire qui peuvent télétravailler et les gens de la production qui sont obligés de pointer. Complètement. Voilà. Et du coup aussi des différences de traitement entre managers et ouvriers en fait, ou employés. Voilà. Et donc tout ça pour vous dire que on prend en compte tous ces sujets-là, d'accord, tous ces cadres de référence avec une approche RSE, vas-y Lisa, et on relie la charte éthique et sociale qui était développée avant, qui existe, et on la remet à jour. Vas-y Lisa, donc ça vous l'aurez, ça vous donnera des... Et donc l'idée, c'est d'accompagner comme on le faisait pour la charte éthique et sociale, les organisations avec une démarche structurée autour de ce qu'on appelle des engagements pour aller voir comment l'entreprise prend en compte l'ensemble de ces sujets-là dans son dialogue social, dans sa chaîne de valeur, et en accompagnant les organisations à se poser la question avec des représentants de la gouvernance, des managers, des salariés, à voir comment les représentants des salariés participent à ce projet, comment est-ce qu'il y a des référents, comment est-ce qu'il y a de la formation, pour qu'à la fin, on garde la notion de engagement de la gouvernance et engagement des salariés sur les différents engagements de la charte des organisations, donc éthiques et responsables. Et donc, on propose un projet qui sera lancé en fin d'année. On cherche des financements pour l'animation de ce projet-là encore. Mais l'idée, ça sera formation, accompagnement à questionner les pratiques des organisations sur l'ensemble des sujets de la charte, et après un plan d'action accompagné pour que les entreprises puissent progresser dans leurs pratiques, donc humaines et sociales, en interne et dans la chaîne de valeur, pour pouvoir progresser. Voilà, donc un projet qui sera unique, comme l'avait été celui de l'agroalimentaire,
mais qui sera partagé entre différents secteurs d'activité qui sont dans le programme Résonance. Dont l'agroalimentaire. Et dans l'agroalimentaire, bien sûr. Et Voilà. c'est formaté pour combien d'entreprises? Donc, c'est pas formaté complètement, parce que là, on n'a pas les financements. Faut qu'on regarde aussi avec les OPCO dans quelle mesure ça peut passer en formation action pour le financement. Et par contre, vas-y Lisa, clique. Non, là, on est sur la charte. On a formaté le temps d'accompagnement à 4 journées par entreprise. D'accord. En intra. Et la formation préalable, formation action. Voilà. Juste une chose, nous, dans notre action agroalimentaire qu'on avait menée en 1912, nous, on avait préalablement au travail de cette charte intra chaque entreprise, il y avait eu une forme de baromètre social avec une enquête de perception préalable. C'est pas prévu Alors, à ce jour, c'est pas prévu, mais ça peut être effectivement revu et intégré parce que c'est cette question de baromètre social, en fait. Hein. Comment est-ce qu'on prend une photo à un moment donné de la façon dont les salariés perçoivent leur entreprise et la façon dont ils la vivent. Hein. Ouais. C'est important, si on veut en faire un projet managérial pour améliorer la performance sociale, ça me semble important qu'il y ait cette forme de mesure d'un état des lieux initial pour savoir d'où on part et où on va. Tout à fait. Donc il existe des outils. Hein, il y avait l'outil de la RACT, à voir lequel pourrait être utilisé et partagé. Il y a d'autres outils comme Savencia qui avec nous utilise Great Place to Work, je crois. Oui, voilà. C'est ça. Il y a plusieurs outils qui peuvent exister pour alimenter ça. Donc ça sera, parce que là on n'a pas encore, là on a finalisé la revue de l'ensemble des engagements. On n'est pas reparti sur la méthodo, donc ça c'est ce qui va être fait jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà. Et donc, donc on pourra vous présenter finalement la méthodo en fin d'année et donc voir qui est intéressé pour participer et s'engager dans le. Ça sera une expérimentation quand même, hein, à l'échelle régionale. L'intérêt de ce genre de sport, c'est justement de pouvoir intégrer dans une charte éthique et sociale plein de thématiques qui concernent la RSE et c'est un moyen de structurer ces thématiques-là. La prise en compte du devoir de vigilance, la prise en compte des problèmes de conflit d'intérêts, le bien vivre ensemble et toutes ces choses-là. Oui, j'en ai pas reparlé de la loi Sapin 2 et tout ça, mais voilà, on prend tout ça en compte. Vous l'avez, toutes les données d'entrée, elles sont dans le PowerPoint. Et l'idée, c'est d'expérimenter dans des entreprises en démarche RSE, parce que en termes de stratégie et de prise en compte des sujets sociétaux, il n'y a pas du tout la même maturité et ça risquerait d'avoir, on risquerait d'avoir des écarts trop importants en termes de compréhension des enjeux avec des entreprises qui ne seraient pas encore engagées. Il y a encore des entreprises qui ne sont pas engagées en RSE oui. En Nouvelle-Aquitaine? Pas possible. C'est pas possible. Voilà, et donc après, l'idée, c'est de recueillir les bonnes pratiques et puis d'en faire une valorisation, un partage pour diffuser plus largement. Il y a Christelle qui a levé la main. Yes. Oui, merci pour ce partage. Hein. Juste un commentaire, hein, le baromètre social, effectivement, c'est une bonne chose hein, pour faire une mesure et un état des lieux. Et je trouve très intéressant ce projet parce que pour moi, la QVCT, c'est vraiment quelque chose qui doit être considéré au niveau de la stratégie de l'entreprise. Ce n'est pas un sujet qui doit être traité par les RH ou par les QHSE. Il faut vraiment que ce soit une démarche d'entreprise et une stratégie parce que ça va en découler les politiques de recrutement, les politiques de formation, les politiques d'accompagnement, du management et des salariés. C'est ça. C'est pour ça que c'est un vrai projet managérial qui est aussi à la base de la marque employeur aussi, Christelle. Complètement. Tout à fait. Ouais. Complètement. Oui, je ne l'ai pas dit, mais ça, on l'évoque sur la question de l'attractivité. Et effectivement, il faut que ça soit vraiment central. Et donc, les démarches RSE, elles sont portées vraiment au niveau de la stratégie. Il faut que ça soit bien rendu visible dans cette stratégie-là. On parle souvent d'environnement, mais finalement, ce qui fait la valeur ajoutée, c'est vraiment le capital humain, en fait, dans la pérennité des activités. Oui, tout à fait. Donc, welcome. Hein. Donc, de bien le faire porter par un engagement fort de la gouvernance au plus haut niveau. Hein. C'est bien ça, hein, Christelle.
Exactement, ouais. Je suis d'accord. Ça tombe bien. Ça marche. Bon, je m'excuse, hein, je fais comme Ouais. Olga. Anne, ouais, mais apparemment, en fait, vous êtes toutes stressées, en fait. Ouais, c'est ça. Non. Vous êtes au moins stressées par le temps. Ça marche. Bon, en Est-ce que tout vous avez cas, des questions voilà. à poser à Anne avant qu'elle file sur un autre rendez-vous? Oui, moi j'ai deux questions, c'est Bruno. Oui. Les chiffres qu'on a vus tout à l'heure, est-ce que c'est des études faites en France ou Oui. D'accord. Et donc, j'étais étonnée qu'il n'y ait pas les sources parce que je suis très attentive à ça. Et effectivement, il y a des chiffres qui ne sont pas sourcés. Donc, je le compléterai. Et après, j'ai une deuxième question. Quand on parle de performance d'entreprise et qu'on l'associe à la QVCT, Oui. comment on la mesure, cette performance de l'entreprise? Oui. Est-ce qu'il y a des éléments concrets pour la mesurer? Et oui, donc on parle souvent du turnover, de l'absentéisme, des accidents du travail, voilà. Mais après, voilà, c'est aller un peu plus loin. On parlait tout à l'heure du présentéisme, comment est-ce que ça, on le chiffre également. La question de l'implication au travail, comment est-ce on peut le mesurer également. Et si c'est question de baromètre, à un moment donné, qui vont donner aussi des chiffres. Alors, ce ne sera pas des chiffres quantitatifs très précis, mais qui donnent quand même sur une fourchette un positionnement. Oui, mais aujourd'hui, c'est le seul outil un peu pertinent qu'on ait pour mesurer une évolution de la performance sociale, hein. Ouais. Sinon, par rapport à votre question, Bruno, c'est vrai que c'est dur de corréler les efforts faits par une entreprise en QVCT, tous les investissements qu'elle fait et l'impact positif que ça peut avoir sur la performance économique, hein. C'est pas l'exercice le plus facile. D'accord. Le turnover, voilà. Et, Voilà. ouais. Et donc au jour d'aujourd'hui, le turnover et même le présentéisme, l'absentéisme sont des indicateurs un peu corréler les choses, c'est pas évident. Le seul outil vraiment pertinent, c'est de voir la mesure de l'évolution de la perception des collaborateurs dans le temps. C'est pour ça que des exercices réguliers d'enquête de perception Ouais. me semblent, en ce qui me concerne, plutôt pertinents. Faut-il avoir toujours le même outil et un outil assez complet qui permet, au travers de la massification et des statistiques, d'avoir des données les plus objectivées possibles? Si je soulevais ce point, c'est parce que je pense que très souvent, au niveau des directions, cette notion de performance de l'entreprise par rapport à la QVCT, elle est entre guillemets mal interprétée ou un petit peu dévoyée, à savoir que les directions, ils nous disent bon, on est prêt à dépenser de l'argent sur cette partie QVCT et santé, sécurité au travail, à condition que derrière, il y ait une amélioration de la productivité, Oui. une amélioration de la qualité, enfin de choses qui sont très terre à terre, mais qui sont aussi le nerf de la guerre, puisqu'à la fin, il faut quand même bien un résultat pour l'entreprise pour pouvoir le redistribuer et payer les salaires. Mais il y a quand même cette petite confusion. Ils ne sont pas tellement sur des données de turnover, d'accidentologie, etc. En fait, il faut compléter le tableau de bord. Ça sera compléter ce tableau de bord et regarder effectivement comment les autres indicateurs évoluent au regard des actions qui sont mises en place. Parce que c'est ça, en fait. Alors nous, ce que l'on fait, mais peut-être que Laure Durand de Rosan pourra en parler parce qu'elle a été utilisatrice de la charte éthique et sociale, mais ce que l'on fait en règle générale, on en fait vraiment un projet managérial, voilà. Et chaque année, il y a une rencontre entre ceux qui ont créé la charte éthique et sociale pour justement faire le point, voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et cette rencontre, normalement, est étayée sur des indicateurs. Donc, en même temps que la charte éthique et sociale, il y a la construction d'indicateurs pour justement mesurer clairement sa mise en œuvre, quoi. Et donc, là, on voit les valeurs qui seront des engagements dans la prochaine charte, mais sur chacun des engagements, en fait, il y aura des indicateurs également. Tout à fait. Je m'excuse, hein. À disposition a posteriori. On sait ce que c'est que la renommée. Vas-y, Anne. À bientôt, merci beaucoup. Merci, bye. Au revoir, au revoir à tous. Au revoir. Bon, ça va, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je peux être amené à répondre un petit peu aussi. Donc, de toute manière, par rapport à ce projet-là, d'ici fin d'année, donc on reviendra vers vous. Moi, je me fais fort au nom de l'agroalimentaire d'avoir des entreprises agroalimentaires qui rejoignent ce programme en résonance sur ce projet d'action collective. Je connais déjà plusieurs entreprises agro qui sont partantes. Voilà. Bon, mais ça marche. Mais écoutez, maintenant, on va. Alors on a eu
psychologue au travail en témoignage, hein, c'est ça, c'était Olga, hein, j'ai bien compris, elle était psychologue au travail, d'accord. Voilà. Donc, on a eu Anne-Eugénie de l'AFNOR, donc la normalisation, et là, maintenant, on a le monde merveilleux de l'infirmerie, mais c'est pas que, on ne fait pas que soigner à l'infirmerie, hein, à Aqualand. Hein, Ah non, enfin si, on on fait soigne et on prend en considération l'humain et on fait de la prévention aussi. et l'humain, et on essaye de trouver un équilibre entre l'humain et la prod. Et là, je viens de voir passer sur LinkedIn un message d'une certaine Marion qui a fait des massages à tous les collaborateurs d'Aqualand. Alors, pas tous, un échantillonnage. On a eu près de 45 personnes qui ont bénéficié d'un massage. Et je vais l'aborder. Alors là, donc je m'appelle Gentiane de Dieu, je suis infirmière de santé au travail pour le groupe Aqualand, donc basé dans le siège social est à Roquefort dans les Landes. Mon périmètre d'action, moi, c'est Aqualand SAS, donc c'est les 2 usines de transformation de poissons, donc landais, Sarbazan et Roquefort. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc pour vous donner un contexte, nous sommes un groupe donc agroalimentaire qui maîtrise la filière de l'œuf, de poisson jusqu'à la transformation. Donc, le groupe représente à peu près 1100 personnes en France et en Espagne, dont 800 collaborateurs uniquement sur nos usines de transformation à Roquefort et Sarbazan. Donc, là, l'idée de mon témoignage, c'est de faire un focus sur nos temps forts annuels sur la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. Mais avant, en préambule, ce qui me semblait important, c'est de définir un petit peu le contexte en termes de valeurs, parce que tout ce qui a été rendu possible aujourd'hui a été préparé depuis de nombreuses années par rapport notamment à la création de valeurs à Aqualand, valeurs managériales et valeurs RSE aussi. On peut passer à la diapo suivante. Donc, les valeurs, ce qui pour moi est un préalable, parce que si on veut réussir vraiment une démarche qualité de vie et conditions de travail, il faut que tout le monde soit engagé dans ce projet-là. Donc, Aqualand a défini 3 grands piliers RSE, qui est l'homme, l'environnement et le poisson, donc le bien-être animal. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important si on veut après communiquer en termes RSE. On disait dans les interventions tout à l'heure, que justement, quand on a une entreprise engagée à RSE, l'entreprise, les collaborateurs se sentent mieux au travail. Donc, il y a un réel engagement RSE à Aqualand et qui est mis en œuvre au quotidien. On peut passer. Deuxième valeur qui, à mon sens, est très importante, c'est les valeurs managériales. Donc, nous avons 4 valeurs essentielles qu'on appelle BIS. Donc, bienveillance, engagement, exemplarité, solidarité. Donc ça, c'est une valeur très forte au niveau du management à Aqualand, puisque toutes les actions, en tout cas en ce qui concerne les relations sociales dans l'entreprise, sont calquées sur ces valeurs-là. Je pense par exemple, les entretiens individuels annuels sont réalisés sur cette base-là. Donc important pour créer aussi et fédérer et fidéliser nos collaborateurs. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, la marque employeur aussi, puisque nous sommes, comme toute entreprise agroalimentaire, soumis à des difficultés de recrutement également. On peut passer. Donc, je vais citer notre directrice des ressources humaines, Emmanuelle, qui écoute l'intervention. Parce que ce sont les femmes et les hommes qui font la force du groupe Aqualand. Nous menons depuis toujours une politique de ressources humaines centrée sur la qualité de vie au travail de nos collaborateurs, développer la gestion des compétences, offrir des parcours d'intégration et d'évolution, considérer la diversité de nos collaborateurs comme une richesse, mettre en œuvre de nombreux projets en lien avec nos valeurs de bienveillance et de solidarité. Tous ces engagements ont pour enjeu essentiel d'attirer, de fidéliser et de rendre nos collaborateurs fiers d'appartenir au groupe Aqualand. Belle phrase.
Ça, c'était vraiment… Merci Emmanuel. Bravo, je t'ai Emmanuel. piqué ta phrase. Oui, alors je vais réfléchir au prix, hein, mais bon, pour l'instant, c'est gratuit. Je n'ai pas demandé de droit d'auteur. Mais pour moi, c'est vraiment une phrase importante pour voilà, l'engagement de la direction, qui est un préalable essentiel à ce qu'on a pu mettre en place donc, sur les semaines de la qualité de vie et des conditions de travail que nous avons mis en place à partir de 2022. Et nous sommes actuellement encore sur notre SQVCT 2023, puisque comme nous sommes grands, la semaine ne suffit pas. Nous faisons 3 semaines SQVT pour pouvoir que tous nos collaborateurs puissent en bénéficier. Donc, focus sur notre temps fort. Donc, au mois de juin et juillet, donc, nous organisons une semaine de la qualité de vie et des conditions de travail au sein de Aqualand SAS. Et puis, petit à petit, ça déborde sur le groupe. Donc, ce sont des actions pluridisciplinaires qui se concentrent sur 3 semaines avec une collaboration recherchée des parties prenantes internes et externes et l'élargissement progressif au groupe. Donc, pour vous donner une idée des intervenants sur cette semaine QVCT, donc on a le service RH qui est représenté, le service RSE, le service production et mon service qui est le service santé sécurité au travail. Tout ça avec des objectifs, donner du sens à nos actions QVCT, mais toute l'année, puisque c'est toute l'année qu'on travaille sur ces actions-là, mettre à l'honneur les actions au plus près du terrain, favoriser le partage d'expériences et permettre aux collaborateurs d'être acteurs de leur bien-être au travail. Ça fait quand même, du coup, 2 ans qu'on a quand même un focus santé sur nos SQVT avec des messages santé par rapport à nos évaluations troubles musculo-squelettiques notamment, et toutes les dimensions sur les facteurs de risque TMS, puisque c'est vraiment la problématique que nous combattons au quotidien. Donc en 2022, pour vous donner un exemple, vous avez l'affiche sur la gauche. Nous avons réalisé un éveil musculaire en musique dans tous les ateliers de production et services support. Donc, l'idée, c'était d'embarquer l'ensemble de nos collaborateurs administratifs dans les ateliers en binôme et de réaliser au moment du… Alors, nous, on a un management visuel quotidien dans tous les ateliers réalisés par les responsables d'équipe et les coordinateurs de zone, où, en fait, ils réalisent quotidiennement à la prise de poste, que ce soit le matin, après-midi ou nuit, peu importe, mais en tout cas, ils font un éveil musculaire. L'idée, c'était de le rendre agréable, faire rentrer les administratifs et l'encadrement dans les ateliers, et puis de réaliser un éveil musculaire de façon ludique pour mobiliser tout le monde dans cette démarche-là, en tout cas la poursuivre. On a réalisé aussi un quiz concours avec des jeux sur la thématique santé et sécurité, avec nos règles d'or, avec des idées santé. Donc là, il y avait des petits cadeaux à gagner, notamment des places de cinéma pour se faire plaisir. Il y avait la présentation d'une plateforme TMS, puisque nous sommes en partenariat avec Gestuelle Santé, qui nous a mis à disposition une plateforme en ligne accessible à tous les collaborateurs pour pouvoir aller récupérer des outils, pour pouvoir être autonome dans la prévention des troubles musculo-squelettiques. Et nous avons présenté aussi notre projet Strava, qui est un projet qui met en avant en fait nos heures de sport aqualandaises et qui convertit ces heures de sport en euros pour une association qui a été choisie annuellement. Et tout ce qui a été récolté, donc là, c'était l'idée de faire connaître ce projet-là et puis inciter les personnes à faire du sport pour la bonne cause. Toujours en lien avec nos valeurs, solidarité. Distribution de fruits frais, donc on a fait venir, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais beaucoup de kilos, des centaines de kilos de fruits dans les salles de pause où chaque collaborateur pouvait se servir gratuitement en fruits frais. Aussi un message pour dire que bien se nourrir, c'est aussi
c'est aussi contribuer à sa propre santé. Et aussi sensibilisation à la cohérence cardiaque pour les administratifs. La cohérence cardiaque, c'est un outil de gestion du stress qui, réalisé à long terme, permet une meilleure gestion de ses émotions et puis en tout cas maintenir un bon niveau de santé. Donc ça, c'était nos actions 2022. Vous avez un petit retour en image pour illustrer mes propos. Donc on a fait vraiment ça un peu partout. En 2023, donc nous y sommes actuellement. Nous avons réalisé une séance d'étirement collectif pour tous les collaborateurs de l'usine de Roquefort sur le parking. Heureusement, on a une météo favorable ce jour-là. Donc, l'idée, c'est aussi de permettre aux personnes de prendre soin de leur propre corps dans l'atelier, en tout cas leur donner l'outil pour récupérer au niveau musculaire. Un quiz, donc mise en avant de nos règles d'or sécurité. Nous avons 9 règles d'or santé-sécurité au sein de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est toujours les mettre en avant. Nous avons remis la distribution de fruits frais puisque ça a été hautement plébiscité par nos collaborateurs. Donc, on l'a relancé cette année. Un concours pour gagner un massage assis. Donc, 46 collaborateurs ont été tirés au sort sur inscription et ont bénéficié de 20 minutes de massage assis par notre partenaire, donc AMA. Là, moi, j'ai des retours des collaborateurs qui sont enchantés de cette action. Il va falloir réfléchir si on reconduit ou pas, pourquoi pas dans l'année, ça on verra bien. Et à venir, puisqu'on n'a pas eu le temps de tout réaliser, puisqu'on a beaucoup d'idées dans le groupe, donc on va décaler tout ça en septembre, on va préparer le jeu de la marguerite. Donc la marguerite, c'est la petite fleur que vous avez vue tout à l'heure en présentation. Donc nous, l'idée, c'est de la décliner chaque pétale à sa thématique et d'aller sensibiliser l'encadrement dans un premier temps sur les actions qu'ils ont déjà en place ou qu'ils projettent de mettre en place et d'aller mettre leur action sur un pétale de couleur et d'aller la coller sur un mur pour qu'on ait une grande pétale aqualand avec toutes nos actions en lien avec la qualité de vie et des conditions de travail. Voilà. Donc, le retour en image pour les images que j'ai, parce qu'on n'a pas terminé. Donc, vous verrez qu'on a vu la visite de Brigitte Latruite qui est venue nous soutenir à gauche et qui a été fortement mobilisée sur cette semaine-là. Donc, pour un petit retour d'expérience rapide, l'engagement de la direction a été un point fort dans cette démarche puisque nous avons des collaborateurs en travail posté et cadencé. Donc, on n'a pas la possibilité de sortir des collaborateurs comme on le veut. Donc, l'engagement de la direction nous a permis quand même de dégager 5 minutes sur le temps de travail pour qu'on aille à la rencontre des collaborateurs pour des sensibilisations à la cohérence cardiaque dans les ateliers. Donc, ça, c'est en cours à partir de cette semaine. C'est un travail collectif et pluridisciplinaire, ce qui permet d'avoir déjà plein d'idées et puis surtout des ressources en fonction de nos domaines et nos expériences et métiers. Et l'implication des acteurs sur le terrain, facteur de réussite certain. En difficulté, on a l'organisation de toutes ces actions. Hein, ça prend beaucoup de temps. Ça mobilise du monde. Donc, c'est beaucoup d'efforts de persuasion, de pédagogie et de venir chercher tout le monde pour que tout le monde soit mobilisé dans ces actions. Donc, ces actions sont en lien avec la réalité de terrain. Nous, c'est vrai qu'on veut vraiment que ce soit en lien avec nos actions quotidiennes. Ces actions sont largement plébiscitées par nos collaborateurs. Donc, on a pour la 2e année quand même des très bons retours sur nos actions et ça permet de transmettre des messages forts sur nos actions qui deviennent pérennes. Est-ce que vous avez des questions ? On ne t'entend pas, Laurent. Merci Lanciane. Est-ce que vous avez des questions? Alors moi j'ai retenu que c'est Davina et Véronique qui font, c'est ça, l'éveil musculaire en musique?
Alors, Véronique, en l'occurrence, ou Dalida, c'était moi. Et donc, j'avais en ma compagnie, alors bien sûr, toute mon équipe, donc santé, sécurité. Ce jour-là, nous avions aussi une trimestrielle C2SCT. Donc, ça a été l'occasion de les embarquer également. Super. Et puis, Brigitte, notre truite. Mais elle change de visage, mais on ne le voit jamais. Bon, il faudra me dire qui c'est le rôle de Brigitte. Hein, Ça pourrait être vous, Laurent. Ouais, ça serait une grosse truite alors, hein, ça serait une TGT. Hein. Une très grosse truite. Ok. J'ai Bruno qui a une question à poser. Oui, j'ai deux questions. La première, toute bête, vous avez touché combien de personnes dans cette activité-là? Laquelle? Pour la cohérence cardiaque dans les ateliers ou? Non, au global, sur cette partie démarche QVCT. Alors, sur la SQVCT, nous, on va dans tous les ateliers, on rencontre toutes les équipes. Donc, théoriquement, nous avons à peu près, alors congé, j'enlève les personnes en congé, mais environ 700 personnes que nous allons rencontrer sur ces 3 semaines-là. D'accord, c'est très conséquent. Quasiment tout le monde. Voilà, tout ce qui peut se faire en visio, tout ce qui peut se faire en visio également se fait en visio et c'est pour nous l'occasion aussi de toucher nos collaborateurs qui ne sont pas sur nos sites de production. Je pense aux piscicultures, je pense aux fermes marines du soleil, je pense à terme à Pizzola, notre usine de transformation en Espagne, où on fait des actions donc en visio en commun. Oui, donc là, c'est un petit peu moins interactif, j'imagine, et avec une implication de fait qui est moindre. Oui. Et après, j'ai une deuxième question. Pour avoir le retour des salariés, quels moyens vous avez utilisés? C'est un micro-trottoir? C'est une enquête via un Google Form? Enfin, bon, bref, ou autre chose? Alors, c'est beaucoup de retours oraux que j'ai quand je croise plein de monde ou alors des questionnaires à chaud quand on fait des actions, des ateliers. On a des réactions à chaud, c'est-à-dire est-ce que ça répond à vos attentes? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'on peut reconduire l'année prochaine? Est-ce que vous avez des choses à nous faire parvenir pour améliorer? Alors ça, on ne l'a pas réalisé encore, mais c'est prévu. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Christelle? Oui, bonjour. Tout d'abord, bravo pour toutes ces démarches. C'est vraiment très, très bien. Je voulais savoir si vous aviez un budget dédié chaque année. Alors, nous n'avons pas de budget dédié. Aujourd'hui, de mémoire, toutes les actions qu'on a réalisées cette année, c'était un budget de moins de 1 000 €. Ok, merci. Voilà. Mais on n'a pas de budget alloué pour l'instant, mais je pense que pour l'année prochaine, on construit déjà un budget alors sur la SQVT, mais sur la semaine QVT notamment. Alors les fouets, on est sur un budget là global à environ 1 000 € sur l'action, sur les 3 semaines. Ça reste raisonnable. Bon, ça fait quelques truites quand même. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Gentiane? Non? Mais merci Gentiane. Donc voilà, une infirmière engagée. Oh, c'est pas que l'infirmière qui est engagée, c'est vraiment le collectif qui fait force là. D'accord, ok. Bon, mais ça marche. Mais merci Gentiane pour votre témoignage. Merci Bon, mais à vous. voilà, donc on a fait un petit tour de la QVCT. Moi, je peux vous présenter, si vous le souhaitez, on avait établi, suite à la charte éthique et sociale, un petit guide de la QVT. Il vaut ce qu'il vaut. Il faut qu'on le rafraîchisse au niveau des données. Je peux vous le présenter rapidement, si vous le souhaitez. Hein, Oui. hop, allez, hop, on y va. Il faut juste que je trouve comment je présente ce truc-là. Le voilà. Voilà. Alors, ce n'est pas un PowerPoint, hein, c'est un PDF. On avait fait un guide du management de la QVT au travail. D'accord? Donc ça, je sais que ça fait mal. Voilà. Avec des thématiques importantes. Donc, la bienveillance. Alors, c'est marrant parce que depuis ce matin, ce n'est pas forcément un mot qu'on a trop entendu dans
dans tous nos échanges. Je ne sais pas si ou j'ai mal écouté. Il était en filigrane Non, c'est vrai. derrière. Hein, voilà. D'accord. Donc, la bienveillance, c'est important. Donc, alors, c'est juste pour enfoncer quelques portes ouvertes, mais attendez, hop, je vous pousse un petit peu. Tac. Tout le monde voit? Oui. Oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, manager de façon bienveillante. Le manager bienveillant, hein, c'est pas forcément un mot leçon. Alors, parce qu'il y a, on est dans le monde de l'agroalimentaire, c'est un monde assez rude. Hein, donc, c'est pas parce qu'on manage avec bienveillance qu'on est un mollasson, ni un cynique manipulateur, ni même un psychologue. Hein. Alors, il fait juste preuve un peu, comme disait Olga, d'humanisme et de respect au quotidien afin de mettre de l'huile dans les rouages, hein, donc, et de la faire avancer, de faire avancer son équipe. Alors ça, c'est important. Ce qui est important, c'est quelques données quand même. Hein. 53% des salariés ont déclaré subir un stress régulier au travail. Alors c'est une enquête Ségos. Bon, elle date un petit peu, mais il y a de fortes chances que les chiffres aient peu évolué, hein, d'accord? En 2013, ils étaient 58. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses en une année s'étaient améliorées parce qu'on commençait à aborder des notions comme la QVT. D'accord? OK. Très rapidement, voilà. Il y a le portrait type du mauvais manager, parce que vous avez bien compris qu'en règle générale, il y a rarement de mauvaises troupes, il y a souvent des mauvais généraux. D'accord? Alors, on a essayé de dresser le portrait type du mauvais manager. Il est agressif, il laisse aucune latitude, c'est un cadre psychorigide. Il est absent, il se focalise uniquement sur les chiffres, ça a été dit hein, tout à l'heure par Olga. Il n'est pas forcément capable de se remettre en question. Il pratique le micromanagement, n'a aucune confiance en ses collaborateurs, il est flou. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à exprimer ce qui va bien et à reconnaître les mérites, et il prend tout à cœur. Voilà. Et il y a bien d'autres exemples. Donc, en fait, pour devenir un bon manager, il faut faire tout l'opposé de ce qui est écrit ici. C'est relativement simple. Hein. D'accord? D'accord? Donc, il y a des règles de base pour manager avec bienveillance. Il faut savoir fixer un cadre et des objectifs clairs. Hein. Et tout à l'heure, Anne vous l'a dit, la clarté du travail à faire est quelque chose de très, très important. Et Olga l'a dit aussi, les gens ont peur des fois de dire je ne sais pas faire ou j'ai pas compris. D'accord? Donc voilà. Donc, quand un opérateur n'a pas compris, c'est que de fait, on lui a mal expliqué. Ça, c'est important. C'est pas parce qu'il est plus stupide qu'un autre. Hein. Donc, il est important de donner du sens et de cadrer les missions des collaborateurs avec des objectifs explicites, compréhensibles et bien sûr réalistes. Sinon, il va croire qu'on cherche à le coincer. Voilà. La communication, d'accord. Si vous donnez un travail et vous ne donnez aucun feedback sur voilà, ça va être compliqué hein, de motiver et d'être bienveillant. Communiquer, c'est aussi important pour les moments de prise de décision, qu'elles soient populaires ou non. Il faut assumer ses choix et pouvoir les expliciter. En fait, tout est dans l'explication. C'est ça qui est important. Bon, combiner exigence et confiance en laissant un peu de la latitude, ça c'est important. Voilà, il faut quand même qu'on encourage en tant que manager bienveillant le sens de la responsabilité, le développement de l'autonomie, y compris pour les postes d'opérateur de production. D'accord? Donc ça sous-entend qu'on doit apprendre à faire confiance. OK? Et aussi, il faut faire preuve un peu de leadership et être exigeant vis-à-vis de soi-même pour manager par l'exemple. Hein. Manager sans copiner, c'est un exercice qui n'est pas évident. On peut être un manager bienveillant sans rentrer dans le copinage. Hein. C'est une relation identique avec tout le monde. C'est avoir une relation équilibrée d'adulte à adulte. D'accord? Le but, c'est pas d'être cerné par des copains. Voilà. Même si on cherche à développer des bonnes relations avec tous les collaborateurs. L'empathie, bon, ben, c'est de montrer une part humaine du manager, aura des chances d'avoir un impact très positif sur la QVCT. Le sourire aussi, ça n'a jamais fait de mal, voilà. Ça permet aussi de détendre l'atmosphère, d'accord, hein. Le droit à l'erreur aussi, c'est important. Être capable d'accepter le droit à l'erreur, voilà. Ce qui est inacceptable, en fait, dans une organisation, c'est la récurrence de la même erreur. Okay. Donc voilà, donc dans ce petit guide que je vous enverrai, si vous voulez, il y a toute la partie de conciliation de la vie de travail et la vie professionnelle. Hein. Donc ça, c'est concilier activité professionnelle et famille équivaut autant pour une femme que pour un homme à assumer son engagement et ses responsabilités sur les deux fronts.
sans être pour autant pénalisé sur le plan du salaire, de la carrière, de la formation continue et de l'attribution des tâches. Alors, c'est un exercice qui n'est pas évident, d'accord? Mais il faut être conscient que 57% des cadres ont du mal à équilibrer travail et vie personnelle. 39% des actifs pensent que leur travail complique l'organisation de leur vie familiale, d'accord, hein. La concurrence des temps est un premier facteur de souffrance psychique, hein. Voilà. Et 55% des parents estiment qu'ils ne peuvent pas s'occuper correctement des enfants comme ils le voudraient. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir, à dire comment je trouve un juste équilibre entre la conciliation de la vie professionnelle et la vie personnelle sans pour autant impacter, bien sûr, la performance économique recherchée. Mais après, il faut se poser la question de dire si je ne réponds pas aux besoins parfois ponctuels de conciliation vie personnelle et vie professionnelle, est-ce que je vais avoir un opérateur parfaitement motivé? Est-ce que justement je ne serai pas confronté à des phénomènes de présentéisme? D'accord, voilà. Donc j'ai un petit diagnostic que vous ferez si vous le souhaitez dans le petit guide. Voilà, d'accord. Bon, voilà. Où est-ce qu'on peut faire preuve de conciliation? Les congés, la flexibilité du temps de travail, d'accord. Les services internes et externes, ça c'est important, la notion de service, hein. La régulation des mails hors période de connexion, voilà. OK. Et les congés exceptionnels. Voilà. Ensuite, je continue mon petit guide. Ça va, je vais pas trop vite? Non, Bon, Non, on c'est parle bon. souvent du dialogue social. Alors ça, c'est aussi réussir un dialogue social responsable. C'est un exercice qui n'est pas toujours simple. Alors souvent, on raisonne le dialogue social comme le dialogue social régalien. C'est celui qui désigne les relations formelles entre l'employeur et les représentants des salariés, qui sont cadrés par la loi en matière d'information, de consultation, de négociation et de recours à des experts. Cependant, il y a un autre dialogue social aussi qui est présent dans le quotidien, dans les relations entre collègues, la hiérarchie. Il englobe les débats, les échanges au cours des groupes de travail, les comités de pilotage. Il intervient donc directement dans la participation des salariés à la vie de l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut, pour réussir ce dialogue social, être dans un principe de comportement important de la RSE, qui est le principe de participation. Voilà. Et donner la possibilité au maximum aux collaborateurs d'être actifs dans les projets, être contributeurs actifs en mettant en place des groupes de travail sur des thématiques de type organisation d'un nouvel atelier, nouvelle acquisition d'un nouvel équipement, etc. D'accord? Voilà. Donc, des chiffres encore. Moi, j'aime bien les chiffres, hein. 80% des Français pensent qu'un dialogue social de qualité améliore les conditions de travail des salariés. C'est vrai. 80% des Français pensent que former les managers à gérer les relations sociales rendrait le dialogue social plus efficace. C'est vrai. Encore une fois, il n'y a jamais de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais généraux. 74% des Français pensent qu'un dialogue social de qualité contribue à la performance des entreprises. Et 79% estiment que former les syndicats aux enjeux socio-économiques d'entreprise améliorerait le dialogue. Ça, c'est important, même si c'est d'ores et déjà dans la formation de base des membres de CSE. Du reste, nous, on encourage vivement les organisations engagées dans la RSE à former les membres du CSE à la RSE pour qu'ils deviennent eux-mêmes, pourquoi pas, acteurs, hein. Un petit outil, Et voilà. sur ça, Laurent, pardon, c'est Ouais. Cécile, vous avez un conseil de formation ou de prestataire qui pourrait assurer cette formation RSE pour le CSE? Oui, on en a monté 2 ou 3 comme ça, où justement, c'est D'accord. des formations où, bien sûr, il y a la partie rôle et mission du CSE et limite de responsabilité, et il y a toute la dimension RSE aussi. Ouais, ça m'intéresserait. Ouais. Ouais, je pourrais vous communiquer les noms des gens avec qui on avait travaillé là-dessus, quoi. Merci. OK. Sachant qu'on dit CSE, mais c'est CS2E maintenant. CS2E, oui. Et enfin, je ne sais pas chez les autres, mais chez nous, ils ne se sont pas du tout emparés de la partie environnementale. Ils sont vraiment restés sur l'ancien schéma pour l'instant. On est d'accord. Ben donc, c'est pour ça que, monsieur Bruno, c'est pour ça que c'est important de leur donner les clés pour qu'ils comprennent les enjeux et que la formation est une étape importante, quoi. Oui, vous avez raison. Voilà. Ensuite, quelles sont les missions et moyens d'action des délégués du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés? Bon, ça, on va vous lire ça tranquillement, les outils, hein. Voilà, quelques combines pour que le dialogue social puisse bien fonctionner.
Et une autre thématique importante quand même de la QVCT, c'est l'égalité professionnelle, hein, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'égalité des droits, des chances entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi, les conditions de travail, la formation, la qualification, la mobilité, la promotion. Ça sous-entend aussi à la fois parité, nombre d'égal d'hommes, de femmes dans l'entreprise, mixité, etc. Bon, au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce travail-là qu'on avait fait à l'époque, on est largement rejoint par la patrouille, c'est-à-dire la loi, hein, au jour d'aujourd'hui. Il y a des textes réglementaires très importants. On nous pousse de plus en plus vers les enjeux d'égalité, de parité. Ben, c'est un enjeu important, hein, donc voilà. Mais en 2023, il y a encore, malheureusement, beaucoup à faire, hein. Voilà. Alors, et en agroalimentaire, on a, voilà. Donc, en 2012, on était à 19,2% d'écart de salaire. Je crois qu'on a légèrement diminué, hein, d'accord? OK. Voilà, voilà le petit guide qu'on avait fait. Voilà. Développer l'employabilité, c'est un enjeu aussi de la QVCT qui est assez important. Donc, l'employabilité durable d'un individu et sa capacité à tout moment de sa vie professionnelle d'évoluer dans l'entreprise. On parle d'employabilité interne, de conserver, trouver ou retrouver un autre emploi dans des délais raisonnables. Là, on peut parler d'employabilité externe. Et alors ça, c'est important parce que l'entreprise qui investit dans l'employabilité de ses collaborateurs, c'est-à-dire leur permettre de suivre des formations qualifiantes et d'obtenir euh, des diplômes reconnus. Finalement, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui hésitent parce qu'ils disent, ouais, je vais le former, il va partir. Mais s'il part, qu'il est formé avec un diplôme, mais c'est les règles du jeu de la vie de l'entreprise. Mais souvent, on constate que les entreprises qui ont investi dans l'employabilité des curateurs, des opérateurs, finalement, investissent dans leur attractivité. Les gens ne partent pas. Au contraire, ils prennent des escaliers professionnels internes et c'est source de développement de la responsabilité et de l'autonomie. Donc, c'est un facteur de QVCT qui est assez intéressant. Voilà. Voilà. Bon, ça, je vous laisserai le lire. Hein, on va vous communiquer ce petit document. Et bon, les incivilités, ça, c'est important. Le respect interpersonnel est primordial. Chaque salarié peut avoir sa définition de l'incivilité. Cependant, de manière générale, ça se définit comme un manque de courtoisie, de politesse, comme étant un acte ou un comportement qui manifeste l'ignorance ou le rejet des règles élémentaires de la vie sociale. Alors, voilà, le mépris, c'est une forme d'incivilité. Les atteintes aux droits de la femme, le harcèlement sont clairement de l'incivilité. D'accord? La violence verbale, c'est des incivilités. Et rappeler les règles de civilité au travail sont des enjeux forts. Certaines entreprises, j'en sais qu'il y en a une ici dont je dirai le nom, mais ça peut aller assez loin, jusqu'à des suicides d'opérateurs. Donc, il faut être vigilant sur justement les relations interpersonnelles au travail, au sein des équipes, entre le manager et ses équipiers, voilà, dans tous les sens, quoi. Vertical, ascendant et descendant. Voilà, grosso modo. Tac, tac, tac. Ah si, il y avait quand même des hop, d'accord. Les 10 comportements incivils, ça c'est le podium. D'accord. Laisser du désordre et de la saleté sur son poste, faire du bruit, être impoli, couper ou accaparer la parole en réunion, arriver en retard sans s'excuser, négliger les outils de travail communs, utiliser son téléphone, son portable en réunion, voilà. Sentir mauvais, ça arrive, hein. Fumer dans les locaux, manifester son ennui en réunion, etc. Donc ça, ça s'appelle la civilité. D'accord. Voilà. Et puis, le dernier petit point, donc c'est améliorer la qualité de vie au travail. Je pense on en a beaucoup parlé, hein, d'accord. Ça renvoie à des éléments multiples, relatifs en partie à chaque salarié, mais également étroitement liés à des éléments objectifs qui structurent l'entreprise. Voilà. C'est un sentiment, en fait, on parle beaucoup de bien-être animal, je suis désolé, mais il faut parler aussi beaucoup de bien-être au travail pour les collaborateurs, ce qui englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie, de responsabilisation, l'égalité, un droit à l'erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué.
Voilà, messieurs, dames. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous communiquer ce petit guide qui, vous avez bien compris, mérite un petit rafraîchissement par rapport aux chiffres. Mais c'est prévu dans l'action de résonance. Voilà, Moi, ça messieurs, dames. m'intéresse. Ouais, oui, parce qu'on avait sué sang et eau pour le faire quand même. Donc, il faut mieux l'utiliser. Ok, ben on vous le diffusera hein, avec Sabrina et Elisa. Voilà, messieurs, dames, on arrive un petit peu au bout de notre petit webinaire. Est-ce que vous avez des questions à nous poser, en sachant que les derniers survivants de l'animation, c'est Jean-Siane, Lisa et moi-même, vu que Olga et Anne-Eugénie sont partis. C'est Véronique qui a la main levée. Voilà, bah, tu réponds, c'est ta chef. Pardon. Voilà. Non, moi, du coup, c'est pas une question, c'est une petite promotion. En fait, on a commencé à construire des mini-accompagnements donc, il y a quelques années avec l'aide de la coopération agricole donc, pour emmener les entreprises qui n'avaient encore pas mené de démarche vers 3D, vers ces démarches de RSE. Qui s'appelle donc Élan RSE. Et depuis, on a fait le choix cette année, notamment de commencer par la SST QVCT pour décortiquer un petit peu ces démarches. Donc, on propose à partir de ce mois-ci un mini diagnostic gratuit pour faire le point un petit peu sur ce volet-là. Avec un petit diagnostic calé en fait sur les exigences de 3D et plutôt organisé comme Élan RSE, donc avec effectivement un survol, mais en même temps une bonne sensibilisation. Voilà, donc c'était pour info. Ce diagnostic est offert, ça dure 2 heures plus la restitution, et ces diagnostics sont réalisés par les collaboratrices de l'ARIA. Voilà. Donc c'est super, donc c'est vraiment un focus hein, sur les aspects QVCT, quoi. Voilà, donc c'est le premier pas en fait vers ce que Anne-Eugénie décrivait ensuite comme étant quelque chose d'un peu plus impliquant, mais ça permet déjà de se pencher sur la question de manière un peu plus voilà, en gros de trouver un espace comme ça pour se poser ces questions-là. C'est surtout dédié aux entreprises les plus petites et les moins structurées, vous vous en doutez. Oui, mais c'est important d'accompagner ce genre de structure parce que on a quand même, elles sont nombreuses et elles emploient beaucoup de personnes. C'est ça. Pas le temps de se poser. Si vous êtes aussi, intéressé, rapprochez-vous de Lisa, elle a toutes les infos, vous avez ses coordonnées. Voilà. Merci Véronique. Merci Laurent. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions ou autres? Non, mais écoutez, comme ça on est à l'heure. Ça, c'est impressionnant là. Voilà. Je voulais remercier Lisa et Jean-Siane pour leur intervention. Voilà. On aura un prochain atelier prévu en septembre, mais je ne sais plus trop quand. J'ai plus la date non plus, mais je crois que c'est mi-septembre, quelque chose. Ah ouais. Et si, il sera mi-septembre. On va voir si la date sera maintenue. Le cas, oui. Il va être sur la thématique de la CSRD. Voilà. Non, ça c'était décembre, non, ça. C'est décembre, pardon. Alors, ça, c'est produits responsables dans les emballages. Ah oui, donc c'est les emballages. Voilà. Le 14 septembre, normalement. Les emballages qui se mangent. C'est ça. En même temps que le produit. Bon, mais écoutez, voilà. Donc, on va vous faire passer l'invitation le plus rapidement possible. Voilà. Entre-temps, je sais que certains d'entre vous ont la tête dans les tongs et bientôt les pieds. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Voilà. Au revoir, messieurs, dames. Bonne journée à tout le monde. Au revoir, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.